Bonjour à tous, Anna Soyer, moi je viens de Bretagne et j'ai été chargée d'animer notre table ronde de cet après-midi. Alors on va aborder plusieurs sujets, donc vous les avez vus dans le programme, je ne vais pas essayer de faire une introduction qui intègre l'ensemble des sujets, je vais juste les présenter un par un, mais on voit quand même qu'on a une thématique générale qui porte sur la question de l'autonomie, à l'aune de problématiques concrètes qui sont différentes d'un territoire à l'autre, mais qui se rejoindront, en tout cas, je pense, dans notre conclusion sur quel avenir on veut de cette France qui est un peu trop jacobine aujourd'hui. Alors, notre premier intervenant, c'est Jean-Philippe Astenhofer. Donc, tu enseignes l'économie et les finances à Strasbourg, notamment, et tu es l'auteur d'un livre qui est ici, je vais le montrer, Le Grand Est, une aberration économique, qui a été publié en début d'année. Tu es également engagé dans des associations. Alors, tu vas pouvoir juste peut-être nous dire, je vais vous présenter tous les intervenants et puis après, on te laissera la parole, mais tu n'as pas de micro. Voilà, je me permets d'enlever le masque pour l'intervention. Bonjour Bissom, bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être dans ce lieu chargé d'histoire, ce théâtre. C'est vraiment magnifique et je remercie aussi surtout Père et Costa pour l'organisation, m'avoir invité. C'était vraiment très sympa. Et l'accueil en Provence est juste fantastique. Maintenant, j'ai plus envie de rentrer chez moi, en tout cas. Voilà. Heureusement que ça dure encore quelques jours. Hein, voilà. Oui, donc j'avais écrit ce livre, mais il y a quelques années, j'ai cofondé une association, un think tank, si vous voulez, toujours pour valoriser l'Alsace dans le Rhin supérieur, qui s'appelle le Club Perspective Alsacienne. Et je connais bien les amis ici d'Unserland, évidemment, les régionalistes alsaciens. Moi, je suis pas... Ouais, coucou. Je suis pas membre, moi, d'un parti politique en raison de mes activités académiques, mais évidemment, ce que vous faites ici me paraît tout à fait légitime. Très bien. Je vous présente les autres intervenants. Donc, la seconde intervenante, ils seront deux. Donc, Mina Kerfi, qui est représentante en métropole de l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, et Daniel Veka, qui est membre du Parti travailliste. Donc peut-être juste nous dire quel est votre parcours. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes engagé dans la défense du peuple kanak. Bonjour à tous et merci à la Fédération Région Peuple Solidaire de nous avoir invités, d'avoir inscrit la Kanaki au sein de vos débats. On est très honorés de cette invitation. Et vous avez les salutations fraternelles de nos camarades au pays qui n'ont bien sûr pas pu venir vu la difficulté, l'épidémie, les frontières fermées. Voilà. D'habitude, ils viennent fin août, septembre, mais là, ce n'était pas possible. Donc, on va essayer de représenter, de vous parler un peu de la Kanaki. Moi, je ne suis pas originaire de là-bas, je suis originaire de France, mais je suis dans la lutte du peuple kanak depuis plus de 30 ans. J'ai vécu de nombreuses années là-bas, une partie de ma vie là-bas. Et je suis du syndicat USTKE, c'est le syndicat indépendantiste en Kanaki qui est né en 81 et qui a inscrit dans ses statuts l'accession à la pleine souveraineté du peuple kanak. Voilà, c'est un syndicat très actif qui engage des luttes énormes par rapport aux inégalités, à l'emploi local, etc. quoi. Et aussi du Parti travailliste. L'USTKE a créé le Parti travailliste, on est tous les deux au Parti travailliste. C'est l'émanation de l'USTKE pour porter au plus haut les revendications des travailleurs calédoniens et kanak en particulier. Voilà. Je vous passe la parole à Daniel, c'est Daniel Wea. Désolé. Oleti. Oleti, ça veut dire merci dans ma langue. Voilà, je m'appelle Daniel Wea. Je suis originaire de l'île de Iaï, baptisé par les colonialistes français ouverts. Je suis originaire de la tribu de Goussana, là où ça s'est passé les événements de 1988. Je suis du clan Nagégé, de la chefferie Imeni. Voilà. Je suis là en tant que enfant du pays, mais aussi un petit enfant qui lutte pour la libération de son pays. Je suis aussi, là j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter, mais j'ai fait ma scolarité dans les écoles populaires kanak, créées en 1984, pour justement faire face aux écoles coloniales et pour revaloriser la culture kanak et les langues kanak qui à l'époque commençaient
à s'imiter ou à être noyé par la langue française. Donc j'ai fait ma scolarité jusqu'en 2000 et Dieu merci et merci à nos esprits, car aujourd'hui je suis dans une faculté théologique en France et je continue à me battre pour la reconnaissance de l'identité de notre peuple. Oleti. Du coup, vous allez nous parler des perspectives en Nouvelle-Calédonie, puisque bientôt on a un référendum qui va avoir lieu le 12 décembre prochain, donc on va voir ça. Et donc notre troisième intervenant, alors ah oui, quatrième. Troisième thème, quatrième intervenant. J'ai moins de mal à le présenter parce que je le connais un petit peu, il vient de Bretagne aussi. Donc, Neil Kawissin, qui est prof d'histoire, mais qui est aussi militant de l'Union démocratique bretonne et qui a écrit il y a quelque temps un manifeste pour un statut de résident en Bretagne, partant du principe que voilà, il y avait quelques petits problèmes de on va dire quoi, de résidences secondaires sur la côte peut-être et de logements vacants qui ne permettaient pas à tous les Bretons de se loger. Et donc c'est une proposition pour faire avancer le débat en Bretagne. Et il vient juste d'être élu conseiller régional de Bretagne et président du groupe autonomiste. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de parler, si ce n'est pour vous dire que le manifeste est en vente au stand de l'UDB. Et donc la dernière thématique que nous devions avoir cet après-midi, c'était la question de la proposition de loi de Paul Molac et de la question « Doit-on changer la Constitution ?» Donc on n'a pas d'intervenants qui interviendront sur ce thème-là, mais je vous propose peut-être de prendre une demi-heure à la fin de notre programme pour échanger ensemble sur la question. Je pense que c'est assez important, surtout dans les perspectives de l'élection présidentielle à venir. Eh ben, je laisse la parole à notre premier intervenant. Si tu peux. Merci. Merci. 20 minutes. 25, allez, maximum. Moi, je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur les dernières réformes territoriales. Oui, par rapport à, justement, depuis le 1er janvier 2016, il y a eu les fusions de régions, il y avait 22 régions en France administratives, et maintenant il n'y en a plus que 13. Alors ça, c'est... Depuis 20 ans d'ailleurs, en France, on fait des réformes, et on les appelle toujours d'une certaine manière réformes de décentralisation, sauf qu'en fait, quand on voit les réformes sortir et qu'elles sont mises en place, il n'y a plus du tout question de décentralisation. Et même depuis une quinzaine d'années, on a vraiment des lois qui font de la recentralisation. Et c'était le cas en 2015. Donc il y avait en fait une première loi il y avait deux lois, celle pour délimiter les contours des régions et celle qui va avec, c'est la loi NOTRe qui redéfinit les compétences. Et bon, à mon avis, ces deux lois sont toutes les deux ratées. Donc c'est le seul truc qui est cohérent dans cette histoire, c'est qu'il n'y en a aucune des deux qui était réfléchie. Donc on a fait du bricolage à deux niveaux. Donc la France avait déjà un problème régional avant qui faisait que en fait, certaines régions étaient assez cohérentes au niveau des peuples, de l'histoire, mais aussi des bassins de vie, de l'économie. Mais une partie des régions était quand même incohérente, je pense, moi. J'ai pas compris quel était le périmètre des Pays de la Loire. C'est un truc qui m'échappe, par exemple. La Champagne-Ardenne est sans doute mal fichue aussi. Enfin, il y a ou Rhône-Alpes également, c'est questionnable. Donc, il y avait déjà ce problème-là de l'artificialité un peu des régions françaises. Et la loi de 2015, du coup, a aggravé ça, puisqu'on se retrouve avec que des régions quasiment artificielles, pas seulement, mais en grande partie. Alors, donc, dans mon livre, je me suis mis à une analyse, en fait, ça s'appelle Le Grand Est, une aberration économique. Mais derrière, c'est pas que le Grand Est que j'analyse, mais un peu toutes les ratés de la décentralisation à la française. Mais je me suis basé beaucoup sur ce cas d'étude, parce qu'il y a des documents régionaux qui existent. Et donc j'ai fait le lien aussi avec tous les travaux scientifiques en économie qu'on retrouve sur la question des régions, des identités. Parce que dans les travaux internationaux en économie, depuis une vingtaine d'années, on a plein de ressources, et elles ne sont pas du tout exploitées en France, mais même dans la recherche à l'université, c'est complètement ignoré. Et je me suis dit qu'il y avait un gros manque à combler. Donc c'est ça l'aspect, disons, original de mon travail, c'est d'avoir couplé ces sources scientifiques en économie avec le cas d'étude des régions françaises, en fait. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura d'autres travaux de ce type-là qui vont être faits aussi. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, il n'y en a pas vraiment d'autres. Alors,
Au début, quand finalement on a fait ces immenses régions en France, le gouvernement cherchait à faire des grandes régions pour faire des économies. C'était une des principales justifications. D'atteindre une taille européenne et aussi de développer leur performance économique. Et ce qu'il ne faut pas oublier derrière, même si on ne trouve pas ça directement dans la réforme, c'est qu'il y avait aussi le constat qui était peut-être, celui-là n'était pas faux, qu'en France on a un millefeuille, qu'on additionne les départements plus des régions, alors que dans d'autres pays on a plutôt un niveau régional bien identifié. Il peut y avoir d'autres subdivisions, mais nous on a vraiment une dualité région-département. Alors qu'en France, en Allemagne ou ailleurs, on identifie le Land ou les communautés autonomes en Espagne. Et on s'est dit qu'il fallait supprimer une couche du millefeuille et donc qu'on allait supprimer les départements. Donc on fait des régions puissantes, et comme elles sont très puissantes, on n'a plus besoin du département, on supprime les départements derrière, ce qui permet de faire des économies. Pourquoi pas, si on a une seule collectivité ou deux, je dirais que là, pour le coup, on pourrait faire des économies. Donc depuis 2020, ils auraient dû être supprimés. Donc Manuel Valls, c'est ça qu'il avait annoncé. En 2020, les départements seraient supprimés, on n'aurait que les régions. Et finalement, les résultats de ces fusions de régions, je dirais que ça a donné exactement le contraire de ce qui était recherché. Si je prends les économies, alors là, je ne vais pas parler des chiffres et des indicateurs, tout ça, c'est pas l'idée, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Donc à aucun moment donné, on a cherché à savoir comment est-ce qu'on allait faire des économies, ce qui n'avait pas empêché André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme, de dire à un moment donné « Oh, on fera 10 milliards d'économies ». Bon. Après, il avait dit que c'était 25 milliards, enfin ça changeait plusieurs fois, et finalement on s'est dit « Mais comment a été calculé le chiffre ?» Et dans une émission télévisée, il avait dit un jour « Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de calcul, j'avais lancé ça au doigt mouillé ». Alors, c'est quand même un peu affligeant, parce que normalement, quand on fait une réforme, on regarde quelles sont les économies, les surcoûts, on fait la balance, et puis après on décide. En fait, on n'a rien fait de tout ça. Donc il y a eu une réforme qui a été faite, on ne sait pas trop pourquoi. Faire des régions de taille européenne, alors ça, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle un peu, parce qu'en fait, quand on regarde l'ensemble des régions européennes et les régions françaises avaient la particularité d'être déjà de plus grande taille, en moyenne, que les régions européennes, avant même les fusions. Donc, je veux dire, si on faisait des régions européennes, il aurait fallu diviser les régions en plusieurs morceaux plutôt que de les agrandir. Enfin, donc, déjà, ça n'avait aucun sens de prétendre agrandir les régions. L'autre chose aussi, c'est qu'en France, on voulait faire des régions à taille uniforme. Regardez, aujourd'hui, il n'y a que des grandes régions partout. Si vous regardez l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou ailleurs, vous avez des régions qui sont immenses, c'est vrai. Enfin, vous avez la Bavière, l'Andalousie, c'est très grand. Mais vous avez des régions aussi qui sont très petites. En Allemagne, un land peut avoir la taille d'une ville. Enfin, ça peut être très petit aussi. Et dans tous les pays, on a une extrême diversité. Et quand on prend les statistiques, ça j'avais vérifié aussi en faisant des régressions statistiques, on n'observe aucun lien entre la taille d'une région, que ce soit la superficie ou bien la population, peu importe, et leur performance économique, la croissance, le PIB. Il n'y a aucun lien. Donc dans un pays, on peut très bien avoir une grande région, par exemple la Bretagne, c'est assez grand, et à côté, une région toute petite qui pourrait être le Pays Basque, par exemple. Mais peu importe, ça peut fonctionner très bien. Le truc, c'est que les régions doivent être cohérentes et avoir du sens pour les habitants par rapport à la population. C'est ça qui est un critère de succès et pas du tout la taille. Donc ça, c'était quand même un peu, je trouve, étrange dans cette réforme. Alors comment est-ce qu'on a pu arriver sur un découpage, je dirais, aussi aberrant ? En fait, François Hollande l'avait expliqué dans son livre. Juste une citation du livre de François Hollande qui permet bien de comprendre. Je ne fais qu'une seule phrase, après c'est un peu plus long, mais c'est j'étale la carte de France sur la grande table de mon bureau et armé d'un crayon et d'une gomme, après avoir écouté les avis les plus divergents, je propose un Parlement un nouveau découpage administratif de la nation. Il dit un peu plus loin, c'est ainsi que la plus grande réforme territoriale depuis les lois de décentralisation de 1982 fut décidée et mise en œuvre. Alors là, c'est un peu embêtant. Moi, je sais que je suis aussi à l'université de Strasbourg. Je me dis, pourquoi en France on dépense des milliards pour les universités qui font des études sur ces questions-là, si à la fin, c'est pour qu'un type tout seul dans son bureau, il s'amuse avec un crayon et une gomme
et on se base sur rien. Alors ça, c'est quand même un petit peu étonnant. Donc on sait qu'en France, il y a un gros problème d'évaluation des politiques publiques, mais je ne pensais pas que le problème était aussi grave que ça, et cette réforme, c'est un peu une caricature des catastrophes qu'on fait en France. Alors, par rapport aux surcoûts, aux économies, pas mal de journalistes, depuis la sortie du livre, m'ont demandé mais ça coûte combien en plus, du coup, s'il n'y a pas d'économie ? On a des sources de surcoûts, ça a été documenté, j'en ai moi-même un certain nombre, mais finalement, personne ne peut répondre à ça, parce que les régions, ni l'État, personne n'a suivi les économies, il n'y a pas eu d'inventaire. Et dans aucune des régions fusionnées de France, il n'y a pas eu d'inventaire sur les économies et les surcoûts. Donc en fait, on ne le saura jamais véritablement quel est le vrai bilan. C'est juste qu'on ne voit pas les économies apparaître, on voit les surcoûts, mais on n'est même pas capable de le chiffrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'études au début des fusions, mais il n'y en a pas eu a posteriori non plus. Donc on ne cherche même pas à savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc moi, ça m'étonne, parce que d'habitude, quand on fait des choses, on essaye quand même d'en tirer un bilan. Il n'y a aucun bilan qui a été fait. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'économie ? Tout simplement, on peut agrandir la taille d'une structure. Ce n'est pas comme une entreprise quand on fusionne et qu'on fait par exemple des automobiles, où on peut avoir des économies d'échelle. Mais quand on gère une collectivité, il n'existe pas d'économie d'échelle du même type. Et tout devient plus compliqué. Donc, en fait, par exemple, si je prends l'exemple du Grand Est, mais on va retrouver ça aussi maintenant ailleurs, c'est qu'il y a 3 régions, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Et donc maintenant, il y a en quelque sorte 3 capitales. Vous avez Strasbourg, il y a Metz et Châlons-en-Champagne. Alors André Valigny, il estimait que comme il y a 3 régions, il n'y en a plus qu'une seule, il n'y aura plus qu'un seul siège. Le reste, ça va être vendu, et là, on pourra faire des économies sur l'immobilier et tout ça. Sauf qu'en fait, la région Grand Est a investi des dizaines de millions d'euros dans des biens immobiliers. C'est le contraire qui s'est produit. La région est tellement grande qu'ils ont créé une douzaine d'antennes, de maisons partout, donc forcément, ça coûte cher. Et surtout, on a gardé les 3 sièges. Vous avez toujours un hémicycle à Strasbourg, un hémicycle à Metz et un hémicycle à Châlons-en-Champagne, sachant que les séances plénières en fait, se situent à Metz. Donc en fait, il y a 2 hémicycles vides qu'on continue à payer, qu'il faut entretenir, etc., qui ne servent à rien. Donc c'est ça qui s'est passé dans les grandes régions. Donc les économies, elles sont illusoires, parce que quand on regarde une organisation multi-site, ça engendre des complexités supplémentaires, et plus on fait quelque chose de compliqué, et généralement plus ça coûte de l'argent. Alors, si vous voulez, j'ai aussi un petit exemple. D'habitude, je ne cite pas, mais ça, je trouve que, au lieu de donner des chiffres, ça peut être assez instructif parmi les nombreuses aberrations que j'ai dans mon travail. Quand il a fallu fusionner ça, et comme on a 3 sites, il y a aussi des courriers qui sont adressés au siège de la région par les gens. Donc, le courrier doit circuler d'un site à l'autre. Donc, en 2016, a été mis en place des navettes de courrier entre les sites. Alors l'organisation, juste pour voir un peu la mesure des difficultés au quotidien qu'on a, je cite, donc c'était un mail interne en fait, de la région au service. Le mardi de chaque semaine, 2 navettes partiront de Strasbourg et de Châlons pour être à Metz vers 11h30. Sur ce site de Metz, les 2 navettes déposeront le courrier et récupéreront celui destiné à Strasbourg et Châlons. Bon, ça va. Le service du courrier à Metz dispatchera sur le site le courrier qui a été porté par les 2 navettes. Le jeudi de chaque semaine, une navette partira de Metz pour déposer le courrier à Châlons et récupérer le courrier de ce site destiné à Metz et Strasbourg. Au retour de cette mission, une 2e navette partira de Metz dans l'après-midi pour déposer le courrier à Strasbourg et retournera à Metz avec le courrier de Strasbourg. Ça va, après le repas, c'est pas trop dur à suivre, voilà. Mais c'est pas fini. Le lendemain, une navette partira de Châlons pour déposer et récupérer du courrier à Metz. Voilà, donc en fait, vous voyez, ce sont des casse-têtes qu'il faut régler. C'est ça la complexité d'une organisation multisite. Et évidemment, tout ça, ça dépasse l'endettement. On ne fait pas des économies quand on fonctionne de cette manière-là. Et le problème, c'est que ça ne touche pas seulement, ça c'est la région Grand Est, la collectivité régionale, mais c'est tous les services de l'État également, qui sont maintenant organisés avec des équipes distantes de 400 km entre Strasbourg et Châlons, avec les déplacements, les chefs de service. Il n'y a pas eu de mobilité forcée, donc il faut se déplacer et faire tout ça. Donc on n'a pas d'économie qui est réalisée, de la complexité en plus. Et après, là je ne vais pas dans ces détails-là, mais j'analyse aussi la politique des transports, tout ça. Et en fait, il n'y a aucune plus-value qu'on voit dans les données par rapport à la gestion des trains ou autre chose. Il faut savoir qu'en Suisse, les cantons qui sont minuscules par rapport à ce qu'est une région en France,
la Suisse est passée du niveau fédéral au niveau cantonal pour la gestion de ces trains régionaux, justement pour gagner en efficacité. Donc ça se fait à une échelle bien plus petite et ça fonctionne très bien. En Allemagne, les grands lenders ne s'occupent pas directement de tout le ferroviaire, ils délèguent ça au niveau, on va dire, intercommunal. Donc il n'y a pas besoin de faire des régions immenses pour gérer des lignes, mais ce qui est normal, puisque on peut faire des conventions pour chaque ligne, en fait. Quand on ouvre à la concurrence, c'est une ligne et pas une autre. Donc c'est pour chaque ligne, on fait une convention. Donc il n'y a pas vraiment d'économie d'échelle non plus dans les compétences aujourd'hui principales de la région. Donc il n'y a pas de plus-value là-dessus. Par contre, j'ai quand même observé, c'est le titre d'un de mes chapitres, j'appelle ça l'émergence d'un jacobinisme régional, c'est qu'on uniformise tout. Toutes les politiques sont mises en place. On parlait ce matin un peu de foncier par rapport aux terres agricoles. C'était très intéressant comme discussion. Dans le SRADET pour l'aménagement du territoire dans le Grand Est, on impose la même règle à tous les départements sur la réduction de consommation de foncier. Donc c'est bien, il faut réduire l'artificialisation des sols, je suis d'accord, mais on met la même règle dans les Ardennes ou en Alsace, sachant que l'urbanisation est complètement différente. C'est absurde. Et donc il y a vraiment une uniformisation, mais complète, qui est faite. Donc là aussi, il y a des nombreux exemples. Si je veux en prendre une qui est en lien avec la langue régionale, les Greta, par exemple, qui organisent des formations pour adultes, en Alsace, ont la particularité de proposer principalement des cours de langue en allemand, voilà, pour apprendre l'allemand. Et c'est la région Grand Est qui donne les subventions, qu'a décidé la région en 2018. Non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas proposer des cours d'allemand uniquement aux Alsaciens. Il faut faire sur tout le périmètre du Grand Est. Les Greta n'ont pas les ressources. Et je veux dire, il faut être honnête. Je veux dire, dans l'Aube, tout le monde s'en fiche l'allemand. On s'en fiche. Donc, il n'y a personne pour enseigner l'allemand. Donc, qu'ont dû faire les Greta ? Ils sont passés 100% des cours en ligne. Donc, moi, je viens de la ville de Haguenau, donc j'avais le lycée Siegfried, dans lequel il y avait des cours en présence. Et maintenant, ils font les cours à distance, en ligne. Parce que si jamais il y avait quelqu'un de l'Aube qui voulait se connecter, il faut que ce puisse être le cas. Donc, l'intention est louable, mais derrière, on se retrouve à faire des cours de langue en ligne uniquement. Et ça, c'est une catastrophe pour les Greta. Enfin, vous enseignez. Moi aussi, je fais des cours en ligne, mais surtout pour les cours de langue, c'est une hérésie d'apprendre comme ça, surtout pour des publics où c'est assez compliqué pour les adultes comme ça. Et ils préfèrent largement être en présence. Donc finalement, ça handicape tout le monde. Et le fait d'uniformiser, de dire on vous propose la même chose partout, alors que les besoins en allemand sont complètement différents, c'est stupide, je dirais. C'est stupide. Mais la région Grand Est a imposé ça. C'est ça, on vous donne des subventions, vous faites comme ça. Et à aucun moment, il n'est prévu, ça fait maintenant 3 ans que c'est comme ça, c'est passé à distance, il a été prévu une évaluation pour savoir si ça fonctionnait et si les résultats étaient bons pour l'apprentissage de l'allemand. Non, le seul objectif, c'est de tout uniformiser Grand Est. Et si ça ne marche pas, on s'en fout. Voilà. Donc c'est vraiment assez dramatique, je trouve. Donc finalement, on a créé des gros conglomérats artificiels et ça pose aussi des problèmes d'identité. Et ça, c'est peut-être le pire qu'il y a derrière cette réforme. Alors, on avait aussi une discussion intéressante ce matin pour l'appellation Région Sud. Je vois qu'il y a des débats entre la Provence, la vision par rapport à l'Occitanie, etc. Donc moi, je ne veux pas me mouiller là-dedans. Je ne veux pas me fâcher avec des gens aujourd'hui. Mais voilà, voilà. Non, mais moi, je vois ça de l'extérieur. Quand on appelle ça Région Sud, je me dis, mais quel appauvrissement de la réflexion, puisqu'il y a 200 pays dans le monde et tous les pays pourraient avoir une région qui s'appelle Région Sud, vous voyez, alors que Occitanie et Provence, on sait que ça peut que être en France, vous voyez, donc c'est ça quand on appelle par un point cardinal, mais Grand Est, c'est la même idiotie, ou Hauts-de-France, je pourrais aussi dire Hauts-d'Espagne, Hauts-d'Italie, vous voyez, c'est vraiment la négation des identités et un appauvrissement de la personnalité régionale. En fait, si vous voulez peut-être un argument par rapport à ça, ça me fait penser aux régions en Bulgarie et en Roumanie. Ces pays où ont des systèmes assez centralisés, et ils n'avaient pas vraiment de région d'ailleurs, eux. Et en fait, pour capter les fonds européens, ils ont dû mettre en place à la fin des années 90 un découpage régional. Oui, parce que l'Europe donne des fonds régionaux. Donc pour obtenir la subvention, il fallait créer des régions. Donc ces pays ont créé des régions qui sont en fait des coquilles vides. Il n'y a même pas d'élus, il n'y a pas d'administration, c'est juste formel pour avoir les subventions, c'est tout. Donc des vraies coquilles vides, aucune autonomie, rien du tout. Et il fallait bien trouver un nom à ces régions-là. Donc elles s'appellent comment ? Écoutez, je vous le dis, en Roumanie, il y a une région qui s'appelle Région Sud. En Bulgarie, le même nom, Région Sud aussi. Donc si vous appelez Région Sud en France, il y a la même en Bulgarie. C'est des régions fictives en fait, des régions factices. Voilà.
Donc pour moi, c'est assez terrible. Après, si vous voulez, bon, je viens maintenant de ce qu'on appelle le Grand Est. Il y a aussi des régions nord-est dans les deux pays. Bon, après, il y a le centre-nord, le truc comme ça. Enfin, que des trucs complètement technocratiques. Et je me dis, mais quand je regarde la carte de la France, Haute-France, Sud, Grand Est, alors au début, même François Hollande voulait faire une région Grand Ouest, hein, qui va de Brest jusqu'à Paris. Donc, on a échappé à certaines aberrations quand même, mais bon. Vous voyez, avec une carte comme ça, les régions de France commencent à ressembler aux régions de Bulgarie et de Roumanie. Et c'est le pire exemple qu'on puisse faire. Hein. Vous regardez les pays, l'Espagne, l'Italie, qui respectent quand même un minimum leur histoire. Je ne vais pas dans la région sud, hein, je vais en Andalousie. Enfin, c'est quand même important. Oui. Un Catalan qui va dans la région sud, il va au nord. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc je dirais, oublions les points cardinaux, c'est vraiment c'est quelque chose de terrible. Je comprends à la limite l'aspect sud, parce que c'est pour faire venir peut-être les touristes, on leur dit le sud, ça fait penser à la mer et au soleil, mais n'empêche, quand on veut attirer un tourisme, disons, avec des gens qui ont un peu une réflexion, qui veulent s'imprégner un peu de la culture, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Mais il y a peut-être pire encore dans cette fusion des régions, vraiment dans le Grand Est, c'est assez exacerbé, ça existe peut-être ailleurs, c'est qu'il y a ce que j'appelle aussi une dérive identitaire. Alors une dérive identitaire, parce qu'on essaie de créer une identité du Grand Est de manière artificielle. Il faut savoir qu'on lit le SRADET sur l'aménagement du territoire, schéma économique, à chaque fois écrit, notre objectif est de créer une identité du Grand Est. Et vous avez 300 pages de documents, il n'y a pas marqué une seule fois Alsace ou Lorraine dedans, hein, créer une identité du Grand Est. Et la région dépense des millions d'euros, fait des appels d'offres à des agences de communication. Je crois même que c'est une agence de communication parisienne qui va s'occuper de ça, de nous dire quelle est notre identité du Grand Est, de la place d'être alsacien. Enfin, moi, j'ai un peu des doutes sur le fait que ça puisse marcher, mais on dépense quand même de l'argent public pour ce genre de choses. Je vais rester poli quand même. Et donc, on a vraiment un peu un effacement des images régionales. Et on l'a aussi beaucoup dans le tourisme. Donc maintenant, l'Agence régionale du tourisme, elle est Grand Est. Et leur nouvelle stratégie, alors ils ont sorti ça il y a quelques mois à peine, l'année dernière, c'est de mettre le tourisme sur une bannière unique Grand Est. Ah, donc ils mettent un site internet, c'est plus Alsace Tourisme, c'est Explore Grand Est. Hein. Donc voilà, pour attirer les touristes, on leur dit faites le tour du Grand Est, des trucs comme ça. Ce qui est quand même, on se dit mais c'est pas possible. Si on veut faire fuir les touristes, on pourrait pas faire mieux, quoi. Donc on a vraiment eu un effacement, mais dans d'autres endroits aussi. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler, peut-être à la télévision ou dans les médias, du Limousin, de la Picardie? Je veux dire, on n'entend plus. On parle des Hauts-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine, mais elles sont en train de disparaître. Hein. Et ça, c'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, on a une chaîne de télé en Alsace qui s'appelle Alsace 20, dont le slogan était la chaîne 100% Alsace. Et ben, dans les nouvelles conventions, cette chaîne de télé, en fait, doit participer à la création de l'identité du Grand Est. Hein. Et donc, ils reçoivent 1 million d'euros par an pour faire des émissions. Et les émissions, ils ne doivent plus les faire que sur l'Alsace. Hein. Ça doit être sur tout le périmètre du Grand Est et mettre en valeur l'identité du Grand Est et des choses comme ça. Et les émissions qu'ils diffusent, du coup, sont contrôlées, hein, tout est écrit dans la convention, sont contrôlées par la direction de la communication de la région. Donc, ce sont les élus régionaux qui contrôlent le contenu qui est diffusé à la télévision pour créer cette identité. Donc, ça va très très loin quand on voit ça, c'est quand même assez fou. Donc, c'est vrai que quand mon livre est sorti, j'ai eu tout de suite le JT de France 3, ça a bien pris. Je suis allé à Paris pour un petit reportage au JT de TF1, donc ça avait bien pris. Et je me suis dit, s'il y a une chaîne de télé qui devait être intéressée, ça devait être peut-être Alsace 20. Finalement, j'ai jamais été invité, mais on me l'a dit, avec un livre comme ça, depuis la nouvelle convention, ils ne peuvent plus m'inviter parce que mon livre ne participe pas vraiment à la création de l'identité du Grand Est, ça ne rentre pas trop là-dedans. Donc il n'y avait aucune chance que ça puisse marcher. Donc, mais pour moi, il y a quand même une dérive. Il faut que je termine. C'est ça, oui, je vais à la fin. Alors, je fais très très bref. C'est problématique de ne pas respecter les identités. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien positif entre la croissance, le développement économique et les identités régionales. Il y a des économistes qui ont testé ça dans le monde entier depuis une vingtaine d'années. En fait, dont Alberto Alesina de l'université de Harvard, il est mort l'année dernière, je crois, malheureusement, mais il a fait des très beaux travaux. En fait, quand il y a une identité locale, ça renforce les liens de solidarité entre les habitants. On constate que
le degré de confiance entre les habitants qui est mesuré dans les enquêtes est plus élevé. Et quand on croit ça avec des statistiques sur le PIB, on a plus de développement économique, en fait. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, en Bretagne, en Alsace, c'est là où il y a le taux de don du sang monétaire qui est plus élevé qu'à Paris, par exemple, ou parfois dans d'autres régions. Et ça, c'est la conséquence de ces identités. Donc, c'est positif pour la croissance économique. C'est pour ça que vouloir mettre des identités factices, artificielles, dans lesquelles les gens ne se reconnaissent pas, c'est nocif pour le développement économique. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas que de l'identité, c'est aussi de l'économie. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de cette réforme idiote, en tout cas là, c'est un vaste programme. En tout cas, aujourd'hui, la loi de différenciation, la loi 4D qui est en discussion, qui est passée au Sénat, qui va être à l'Assemblée nationale, ne va régler aucun problème parce que c'est une différenciation à la va-vite qui est contrôlée par l'État. En fait, si on veut vraiment avoir des politiques différenciées adaptées à chaque terre, il faut donner un maximum de compétences au niveau local. Et les élus locaux vont adapter leurs actions à leur propre réalité. Et du coup, ça fait de la différenciation tout seul. Il n'y a pas besoin qu'elle soit organisée par l'État et dire qu'est-ce qu'il faut différencier d'en haut. Il faut la faire en aval et pas en amont, pardon, et pas en aval. En Allemagne, par exemple, tous les Länder ont exactement le même statut. Mais ils ont la compétence exclusive en matière d'éducation. Donc le Land de la Sarre fait une stratégie du bilinguisme qu'ils ne font pas forcément dans d'autres endroits. Parce que la différenciation, elle vient tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des lois de différenciation. Ça se fait naturellement. Il faut juste donner des compétences. C'est tout. Voilà. Donc je propose, moi, de revoir la carte des régions de France. Je ne propose pas que de scinder, de faire des petites, mais on peut faire des petites, on peut faire des grandes, et après, chacune peut s'organiser en fonction de sa taille et de ses propres particularités. En tout cas, il y a tout qui reste encore à faire en France à ce niveau-là. Désolé d'avoir été trop long. Merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'à la sortie, on mette une carte là de France et puis qu'on se refasse, on donne des crayons à tout le monde, au moins, ça sera un peu plus participatif. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Vas-y, Gustave. Vous m'entendez? Oui. J'ai beaucoup apprécié l'intervention. Moi, ça fait des années que je m'interroge, après avoir été conseiller régional de la région Auvergne, d'être intégré aujourd'hui, de manière forcée, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, tout le monde s'est aperçu au moment des élections régionales que chez nous, ça ne marchait pas, la fameuse intégration. Que même Wauquiez, des Républicains, il a les deux sièges. Le siège de Lyon, c'est pour les sessions plénières, et le siège qui reste à Clermont, le siège secondaire, c'est pour les réunions de commission. Voilà, ça fonctionne systématiquement comme ça. Il fait des réunions spéciales à l'Auvergne, comme il doit en faire peut-être pour Rhône-Alpes, je ne sais pas. Mais ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Mais moi, je voudrais poser une première question qui est celle de savoir pourquoi on a fait ça. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que j'ai participé, à l'époque où ça s'est décidé, à une réunion qui s'est tenue juste avant la décision de Hollande. Et ça se passait fin octobre ou début novembre en 2014 au Sénat à Paris. Il avait réuni les conseillers régionaux qu'il voulait et les parlementaires pour discuter de la décentralisation et de l'acte 3 de la décentralisation. Et il avait annoncé là qu'il y aurait donc un grand acte 3, quelque chose de tout à fait nouveau, mais il n'annonçait pas en réalité le regroupement des régions. Ça, c'est venu fin décembre ou début janvier 2015. Et moi, d'après ce que j'ai perçu à l'époque, et que j'ai répété à satiété, sans jamais être démenti, la seule réponse que j'ai pu trouver, elle était dans l'aspect politicien des questions, dans la problématique politicienne qui était la sienne et qui est restée, qui a consisté à dire les grandes régions, ça fait des économies, ça fait du ruissellement, ça fait des choses comme ça. Ça n'a jamais fonctionné. Et en réalité, si je rappelle le contexte, à l'époque, c'est qu'on avait contre la France, qui n'était pas dans les clous des 3% du déficit budgétaire, un risque d'interpellation par l'Europe. Et donc, par la Commission. Et donc, ça, c'était un problème qu'en France, on ne pouvait pas supporter.
Parce que si, parmi les grandes républiques et grandes nations qui avaient créé l'Union européenne, si la France se voyait au même rang que, je sais pas, la Bulgarie ou je sais pas quelle autre région, sans vouloir être péjoratif pour qui que ce soit, c'était pas supportable. Or, on a créé les grandes régions pour faire croire, pas pour faire croire, parce que ça n'a jamais convaincu la Commission européenne ni personne, mais pour faire semblant de faire des économies, ce que réclamait la Commission européenne par la force des choses, compte tenu du traité et du 3% de déficit. Donc on a fait les grandes régions, à mon sens, que pour ça. Que pour ça. Évidemment, on ne l'a pas dit. On l'a caché. Il y a tout le discours derrière sur les économies, sur tout ça. Mais ça crée tous les problèmes que ça crée aujourd'hui. Et ça, je crois qu'il faut se battre absolument. On a vu, nous, on a participé aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des gens du Parti socialiste, parce que le parti, moi j'ai fait voter à la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand ça s'est fait, décider la décision des grandes régions, j'ai fait voter un vœu du Conseil régional d'Auvergne contre la fusion. Mais les socialistes n'ont pas voté, ou très peu. Et les autres ont voté, mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les gens du Parti socialiste aujourd'hui continuent à nous dire c'est bien la fusion des régions, en tout cas il ne faut pas dire le contraire. Il ne faut pas le dire si ça ne marche pas. Et je prends l'exemple du maire de Clermont-Ferrand, qui a perdu donc la région, Clermont-Ferrand, et qui continue à dire, mais aux élections, il a dit, j'y étais, et je n'étais pas le seul, que c'était bien la grande région. Aujourd'hui, dans une revue de contestataires de l'Auvergne, il explique que non, ça ne marche pas, sauf pour l'économie. Parce qu'on a une métropole, et pour la métropole, c'est bon, comme c'est bon pour Lyon, comme c'est bon pour Grenoble, etc. Voilà, il en est là dans son discours. Mais je veux dire, je crois qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre que nous, c'est notre problématique à la Région des Peuples Solidaires, et c'est une problématique qu'on n'a pas souvent prise en compte. Pourquoi ? Parce que la Bretagne, elle a été à peu près respectée, même si on n'y a pas mis la loi atlantique, parce que la Corse n'a pas été touchée, parce que ceci, parce que cela. Mais je crois que le Grand Est en est une illustration, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes en est une illustration, il doit y en avoir d'autres, la Nouvelle-Aquitaine, etc. C'est un combat qu'on doit mener, respect des identités territoriales, parce que sinon, RPS ne sert à rien. Merci. Oui. Oui, j'y vais ? Oui, d'accord. Merci pour cette question développée. Quasiment tout a été dit, hein, les raisons. C'était une réforme, beaucoup de communication. Il fallait dire qu'on fait quelque chose. Donc, on a fait quelque chose qui n'était pas prévu par François Hollande dans son programme. Donc, c'était bricolé en toute urgence, en fait. Et quand on fait une réforme territoriale qui touche à la vie des gens, au contraire, il faut d'abord partir des aspirations du terrain, ce qui ne peut que prendre du temps. Et c'est pour ça que ces réformes territoriales elles passent toujours d'abord par le Sénat, avant l'Assemblée. Donc, normalement, l'État est conscient que c'est des réformes un peu particulières. Et là, on a fait un truc à la va-vite, comme si on était dans une situation d'urgence. Voilà. Après, ça nous pendait au nez parce qu'il y avait des rapports en France qui disaient déjà qu'il fallait fusionner, faire des grandes régions depuis une vingtaine d'années, déjà en 2003. Mais ces rapports, en fait, quand on lit, il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui justifie. Donc, ça reposait sur du vent. Et dans les travaux universitaires, jamais on retrouve cette idée. C'est vraiment un truc qui est peut-être dans les cercles des technocrates de la direction générale des collectivités territoriales. Ils ont sans doute des idées comme ça qui circulent, mais je peux vous dire que dans les vrais travaux, il y a, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Alors peut-être que, pour faire juste un mot, ok, on a le constat, maintenant le mal est fait, on va dire. On peut quand même être un peu plus optimiste, là, parce que j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance avec mes trucs. Là. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Je dirais que la crise sanitaire, vous voyez, on est dans une période de crise, et en crise, c'est souvent l'occasion de se poser les bonnes questions. Et on a vu l'État, il ne savait plus quoi faire avec son organisation territoriale. Hein. Au début, on a mis la règle du 1 km avec le confinement partout. À Mulhouse, dans le sud de l'Alsace, il fallait le faire, hein, c'était la catastrophe. Mais je veux dire, à Brest ou au Pays Basque, c'était peut-être pas nécessaire d'imposer 1 km. Et donc, à un moment donné, ça commençait à gronder. Le président de la République a dit on va régionaliser. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'entre Mulhouse et les Ardennes, on ne peut pas régionaliser, ça ne va pas non plus. Et donc, on a fini par départementaliser la gestion, les départements qu'on voulait avant supprimer. Donc, vous voyez le contre-pied qu'on est en train de faire. Sauf que dans les 4 critères, il y en a un, c'était un critère à cause des ARS qui ont été fusionnés. On avait un critère qui fait que tous les départements, vert ou rouge, devaient être la même couleur dans une région. Donc, finalement, c'était une régionalisation alors qu'on ne voulait pas régionaliser. Donc l'État était complètement perdu pendant 6 mois, non, il était complètement perdu. Et après, maintenant, on est allé vers une vraie départementalisation, dans le sens où les indicateurs, les règles, c'est par département qu'on fait le suivi, mais ce n'est pas une décentralisation, parce que c'est quand même les préfets qui décident, donc c'est plutôt de la déconcentration départementale. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment décentralisé, mais
on voit bien que l'État ne sait même plus quoi faire en fait de son organisation. Il a fait tellement n'importe quoi que dès qu'il y a un problème, il ne sait plus comment le gérer. Et ça, on est obligé d'en tenir compte des conséquences. J'espère en tout cas que ça ouvrira des opportunités pour réfléchir à la suite. Alors, il y a plein d'autres questions. Je vais vous demander d'être bref dans les prises de parole. Il y a François, ensuite il y a Jordi, il y a Neil. J'ai vu des mains se lever là-bas aussi et là-haut. Ici en bas. C'est pour te féliciter d'abord. Et j'espère que ce livre est en vente parce que je vais le lire. J'en ai quelques exemplaires que j'ai ramenés dans ma valise. Bon, donc si vous voulez. Très bien. Ensuite, tu simplifies bien le discours. Et en politique, c'est important de porter un discours simple et je le trouve très, très bien construit. Je te félicite. Le fonctionnaire français, il a un tropisme qui est de détruire les identités, en réalité. C'est ça. Et c'est ça que son problème, c'est celui-là. Et dès qu'une identité se réveille, il est en difficulté. Et voilà, donc, et nous, on démontre que cette action est une action qui est négative pour tous, y compris pour les Français. Bon, malgré tout. Et ça, je pense que c'est un reste du discours qui est très intéressant. Jordi. Oui, enfin, je ne vais pas me répéter. D'ailleurs, on prendra tes coordonnées pour te faire venir chez nous. Moi, je vais faire un exemple qui est le pire de tous les exemples chez nous. Vous savez qu'on a été intégré à la région Occitanie, avec laquelle on n'a rien à voir. Et aujourd'hui, la région dépense des milliers d'euros pour marquer nos sites comme des sites occitans. Donc, par exemple, nous avons le site archéologique où il y a le plus vieil habitant d'Europe, le site d'Arago, qui était le plus vieux catalan, évidemment. Aujourd'hui, c'est le plus vieux occitan. C'est normal, puisqu'on a changé de région, il n'est plus catalan, il est occitan. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est pas ça. L'année dernière, en plein confinement, la région a fait une campagne pour nous... je me promenais dans la rue de Perpignan, je vois un panneau, 4 par 3 ou plus grand, je ne sais plus, il y avait marqué voyager de Toulouse à Paris en 2 heures. Et Perpignan était plein de ces panneaux. Sauf que pour aller de Perpignan à Toulouse, il faut 4 heures. Donc, voilà, une région qu'en fait est en train de nous dire qu'avec notre argent finance le déplacement des gens de Toulouse à Paris, bon, ça ne va pas. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord et sans doute dans toutes les régions, on pourrait répéter ce que tu as dit sur le Grand Est. Voilà. Merci. Pardon, j'ai oublié. Et cette réforme, si on était allé à la fin de la logique des technocrates, c'était la réforme téléphonique. Parce qu'ils voulaient faire la région 01, Paris, 02, 03, 04, et 05, c'était tous les autres. Voilà, c'était ça. En fait, on s'y approche si on continue à suivre l'exemple roumain, si on continue à aller vers là. Les régions sud, est, ouest, nord sont regroupées en macro-régions 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Oui. Question courte. Est-ce que la collectivité européenne d'Alsace corrigera une partie des absurdités que tu nous as énoncées ? Oula, il faut que je réponde de manière courte à ça. J'en ai exprès pas parlé parce que je ne m'adressais pas qu'à des Alsaciens. Je me dis, je ne vais pas les embêter avec notre truc là maintenant. Oui, le gouvernement a fait du bricolage. Quand on a eu la collectivité européenne d'Alsace, on a regroupé les 2 départements. On a dit que ce serait un département particulier, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose de particulier. Ça reste une fusion de 2 départements, sachant que même l'État garde des préfectures Bas-Rhin-Haut-Rhin. C'est juste la collectivité départementale. On n'a aucune compétence des régions. Donc on va dire que c'est un premier pas, c'est la coquille vide. Et une fois qu'on a créé la coquille, c'est comme les Basques, ils ont réussi à faire une intercommunalité basque, ce qui est plutôt positif. Mais après, il faut la remplir. Donc si on voit ça dans un processus, c'est positif. On a la coquille vide, on la remplira après. Mais ça règle aucun des problèmes. Tout ce que j'ai énoncé sur la grande région, ça reste. Hein. Et on se retrouve avec une sorte de pseudo-région dans une quasi-région. Enfin, ça n'a aucun sens en Alsace d'avoir un double niveau régional. En plus, ça engendre que des complexités en plus. Donc le seul moyen, c'est de mettre tout dans une seule collectivité. Et là, on fait enfin des économies. Donc on est encore très, très, très loin du compte. Merci Jean-Philippe pour ton exposé. Bon, brillant comme d'habitude, on te connaît bien.
Et puis, bravo pour ton livre et l'écho qu'il a eu. Peut-être 2 remarques juste par rapport au gribouillage de François Hollande. En fait, il s'inscrit quand même dans une longue tradition. Moi, j'ai des souvenirs d'école dans lesquels on présentait une carte de la France imaginée par la Tatar avec des métropoles et puis un découpage en camembert. Donc, je pense que tout ça, ça s'inscrit dans cette logique-là et dans cette tradition-là. La question que... Alors, autre chose par rapport à l'identité. Tu as souligné effectivement ce souci pour la région Grand Est de vouloir créer d'identité. Et en fait, ça va encore plus loin, puisqu'ils ont créé un comité d'histoire régional du Grand Est. Donc, il lui réécrit en fait l'histoire qui était déjà écrite. Donc là, on est vraiment dans une démarche qui est extrêmement politique. Et bon, on voit tout de suite la visée qui est derrière, qui est une destruction des identités et non une création de synergie ou de valorisation d'identité. Alors la question que j'aurais te poser, c'est que finalement, par ton livre, on a une démonstration de ce qui ne marche pas, de ce qu'il ne faut pas faire. Et je m'imaginais, est-ce que maintenant, il y aurait des universitaires qui travailleraient ou qui pourraient travailler à faire finalement un bilan économique ou une prospective économique sur ce que serait une France fédérale ou qui serait organisée sur notre vision des territoires, de l'autonomie, etc., pour démontrer finalement, cette fois-ci du côté positif, ce que pourrait apporter notre vision, nous, de ce que devrait être France fédérale avec des territoires autonomes. Merci Jean-Georges, très très sympa. Alors je vais encore essayer une fois d'être le plus court possible, parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on pourrait disserter longtemps. Par rapport à l'université, oui. Alors c'est vrai que je disais que personne n'avait fait ce travail. Bon, c'est vrai que je l'ai écrit. J'ai quand même eu de l'aide. Il y a Gérard François Dumont qui m'a fait la préface, qui est connu à l'université de Paris-Sorbonne, et notamment Robert Herzog, aussi de l'université de Strasbourg, qui est professeur émérite de droit public, qui m'a beaucoup aidé, ainsi que d'autres chercheurs également en France et un certain nombre de personnes. Donc si je l'ai fait, c'était aussi, il faut que je rende un peu hommage à tous ceux qui m'ont aidé. Néanmoins, à l'université en France, c'est pas tellement étudié, ça reste assez épars. Et de là à étudier le fédéralisme, carrément, non. Les universitaires, moi, je les vois même pas trop sortir des sentiers battus. Mais moi, je le fais pas trop, j'étudie pas cette question du fédéralisme parce que le truc, c'est déjà tellement compliqué d'avancer là-dedans. Il y a 2 stratégies, soit on fait la révolution fédérale ou alors on fait par les petits pas. Mais ça paraît tellement bloqué que comment est-ce qu'on fait quelque chose de fédéral ? Faut voir, mais à l'université, disons, on n'est pas d'une grande aide là-dessus. Souvent, tout ce qui est décentralisation, c'est plutôt populaire parmi les chercheurs en économie, en tout cas que je connais. Mais de là à aller sur des trucs révolutionnaires, il n'y a pas de tendance ou de courant là-dessus. Ceci dit, dans le fond de l'idée, vu l'extrême diversité de la géographie des populations en France, la France serait le candidat idéal, mais vraiment idéal pour un régime fédéral. Tout autant que l'Allemagne ou que d'autres pays, ça me paraît tout à fait évident, mais voilà, comment est-ce qu'on fait une révolution? Donc dans ce cas-là, c'est pas très étudié parce que c'est vu comme quelque chose de révolutionnaire, tout simplement, je pense. En fait, l'idée, c'était pas forcément de faire une révolution, mais d'apporter des arguments factuels pour expliquer ce qu'il y aurait à gagner en s'organisant de manière... Ouais, c'est assez compliqué de faire de ce prospective avec des statistiques. Disons, la littérature sur la décentralisation, je dirais vraiment internationale, généralement, elle est positive sur la décentralisation, y compris fiscale, c'est-à-dire on donne aussi moyens fiscaux aux collectivités. Certaines études académiques montrent que ça apporte peut-être un peu, mais pas tellement que ça. Et d'autres sont carrément neutres en disant bon, ça n'apporte ni plus-value, mais c'est pas moins bon non plus de décentraliser. Mais en gros, toutes les études scientifiques, on prend des centaines, parce que j'ai quand même épluché un peu toute la littérature, ça va du neutre à positif. Mais je ne vois pas d'études académiques qui disent « Ah non, si on décentralise, ça donnera des résultats très mauvais, par contre. » Donc, je dirais, la science va plutôt dans le sens d'une plus grande décentralisation et économie locale, en moyenne, si on veut, si on dégage un consensus. Mais il y a des divergences dans les résultats, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bravo pour l'intervention. Beaucoup de choses ont été dites sur la région sud. Je vais aller très vite. J'en tire une conclusion et une grosse réserve. La conclusion, je pense qu'elle sera comme ici. Tant qu'il y aura des gens qui tireront des traits sur des cartes quand nous, on vit dans le pays, ça ne marchera pas. Je veux dire, moi, je parlais des Grecs et des Romains. Ils ont inventé la démocratie. Tant qu'on passera par-dessus le peuple comme ça,
C'est juste pas possible et la réforme elle finira de toute façon aux oubliettes parce que tant qu'il n'y a pas d'adhésion et de réflexion populaire derrière, il n'y a pas les pratiques, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, linguistiques, et ça ne marche effectivement même pas. Donc ça, je pense que la conclusion nous est commune. La réserve. Je suis un ancien délégué au schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, qui s'appelle le SRAT, qui maintenant est devenu le SRADET, et qui est prescriptif. On a conçu le SRAT, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et surtout pas PACA ni Sud, dans l'esprit SRADET, c'est-à-dire qu'on le voulait prescriptif. Et pourquoi on le voulait prescriptif? Parce que quand on laisse l'aménagement du territoire au local, en tout cas dans cette région, avec la pression foncière de Nicarel, on en a parlé très bien ce matin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de spéculation et ça ne marche pas d'un point de vue aménagement du territoire. Parce que quand on parle de mobilité, et c'est un problème crucial, encore plus avec les crises économiques, écologiques, sanitaires, si on n'a pas la vision régionale des choses avec des régions cohérentes, et bien d'accord là-dessus, le local ne marche pas. Le local ne marche pas. Et je conclurai en disant que le SRADET ou le SRAT, c'est la même chose. Moi, je me suis battu contre mes technocrates parce qu'ils voulaient favoriser les métropoles. Et j'y ai mis, et je suis prêt à le défendre et à l'examiner, bon, ce serait trop long, et j'y ai mis une vision multipolaire des choses. Et quand on met une vision, comme disait François, avec non pas le fonctionnaire, mais le technocrate, qui veut détruire l'identité et refaire de la capitale quand il y a de la diversité dans le pays, c'est une catastrophe. Mais ça, ce n'est pas lié à l'outil. C'est lié effectivement à la culture du technocrate ou du politique centraliste. Non, mais je suis en fait assez d'accord, hein, juste pour Stradet, je critiquais pas forcément le côté prescriptif, mais c'est juste le fait, dans Champagne et d'Alsace, d'imposer exactement les mêmes règles, et c'est ça qui n'a pas de sens. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on passe à l'intervention suivante? Eh bien, très bien. Eh bien, je donne la parole. C'est qui commence? Vous l'avez dit. Donc, voilà, on a oublié tout à l'heure de vous présenter aussi le vieux François Carré, qui est ici avec nous. Vieux, c'est pas péjoratif, c'est une façon une part de respect vis-à-vis non pas de lui, mais aussi de tous les esprits qui l'accompagnent aussi de nos vieux. François Carré, si vous connaissez le pasteur et ethnologue, comment il s'appelle, Lennart. Il a été, quand il est arrivé au pays, il a été accueilli par ses vieux, par ses ancêtres, et il a vécu chez lui à Wawilou. Voilà. Et lui, il est là, il représente le MJKF, le mouvement des jeunes Kanak en France. Voilà, donc moi, je vais parler un peu de l'éducation, mais avant de parler de l'expérience des EPK, il est important aussi de présenter aussi le Kanak, qui il est. Tout à l'heure, quand on est arrivé, on a présenté notre coutume. Ça, c'est important, parce que pour nous, chez nous, le Kanak qui n'est pas athée, c'est un croyant. Il croit à l'esprit de sa terre, il croit à l'esprit de ses ancêtres, parce que quand on pose une coutume, c'est pas que la rencontre des hommes vivants, mais c'est aussi les esprits de cette terre et les esprits de nos terres qui se rencontrent. Et c'est ça qui est important. D'où l'importance de chez nous que quand on parle de la terre, quand on parle de l'éducation, il y a aussi nos vieux qui sont derrière, il y a aussi nos ancêtres qui sont derrière. Et toute cette organisation, ce système qui nous façonne, ben, ça montre aussi l'importance de nos traditions et de nos coutumes. Donc, je parle un peu de l'importance des esprits chez nous, au Kanak. À travers ces esprits, il y a ce qu'on appelle le Dokamo. Le Dokamo, c'est l'homme authentique. Le Dokamo, c'est un mot qui vient de chez François Carré, de Wawilou, qui parle d'un homme. L'homme authentique, c'est celui qui est capable de vivre avec sa culture, mais aussi s'ouvrir vers le monde.
celui comme une racine de bagnon, capable de s'enraciner chez lui, mais aussi à travers ses branches, construire une pirogue, traverser la mer, et aussi à la rencontre des autres. Donc d'où l'importance du Dokamo. Le Dokamo, quand il vit dans sa case, dans sa terre, il n'est pas tout seul. Le Dokamo, il vit avec son frère, avec sa sœur. C'est pour ça que l'on dit le Kanak, il n'est pas seul. Il vit pour l'autre comme l'autre, il vit pour lui. Et à travers ce qu'on appelle le lab, c'est nous, la famille, parce qu'il donne la force de Dokamo, du clan de Dokamo. Mais Dokamo, ce qui permet au Dokamo de grandir, c'est à travers la femme. À travers la femme, quand il vient chez l'homme, ben, il amène non seulement son igname, mais il amène aussi sa famille, pour permettre à son clan de grandir. Du coup, dans cette rencontre, c'est plus la femme et l'homme qui se rencontrent, mais c'est les familles, c'est le clan. Et ça grandit. Et à travers cette famille qui élargit, un chef est nommé, ce qu'on appelle chez nous le Atwei Thukono, le propriétaire de la terre. Il y a trois formes de chefs, ce qu'on appelle chez nous, l'administration a nommé plus tard les grands chefs. Mais chez nous, le Wei Thukono, c'est le propriétaire de terrien. Le deuxième, c'est le Than. Than, c'est le grand frère, l'aîné de la famille. Et le troisième, c'est l'homme chez nous, il y a quelque chose qui a façonné notre pays, ce qui donne maintenant la particularité de notre pays avec plusieurs cultures, c'est l'hospitalité. Quand quelqu'un arrive, autrefois chez nos vieux, nos ancêtres, quand la personne arrive chez nous, on lui laisse notre place, on va à côté, et puis on donne la place pour devenir chef. Et le chef, son rôle n'est pas de dominer. Il est là pour garantir la paix de la famille, de son clan, mais aussi de son pays. Il est aussi là pour porter ce que la famille a décidé, pour aller à la rencontre des autres. Donc pourquoi je dis ça? C'est important parce que je vais parler des EPK. Les EPK ont été formés en 1985. C'est l'école populaire Kanak, pour faire face à l'école coloniale, ce qu'on appelait à l'époque. L'école coloniale, pourquoi ont été formées les écoles populaires Kanak? Les écoles populaires Kanak ont été formées parce qu'un constat a été fait à cette époque-là. Le Kanak, à cette époque-là, il est minoritaire chez lui. On a mis 130 ans pour faire un médecin chez nous. En 85, on a trois fois moins de chances pour obtenir un BEPC. On a 6 fois moins de chances pour obtenir un CAP. On a 12 fois moins de chances pour être bachelier. Le premier bachelier Kanak, c'était en 1960. En 1985, le FNKS a décidé, non, il faut arrêter, il faut sauver les langues, il faut sauver sa culture. Et aller combattre son indépendance, c'est aussi maintenir son identité. Et l'identité, garder son identité, doit aussi passer par l'éducation. D'où l'importance de créer les écoles populaires. Moi, j'ai grandi dans des écoles populaires. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à 20 ans dans les écoles populaires. Dans cette école populaire, le rapport avec l'enseignant et autres, avant, c'était de maître à élève, mais comme pendant les EPK, c'était élève à frère et élève à papa. Et du coup, dans cette école populaire-là, on ne parle pas le français, on ne parle que le yaï, on parle que le wawil ou on parle que nos langues. C'est interdit de parler français. Parce qu'avant même qu'on crée les EPK, on nous interdit de parler nos langues. Si on parle une langue dans l'école coloniale, ben, on attachait les mains de ceux qui parlent contre les fenêtres, on les met derrière la porte, on les sort. C'est interdit. Et les EPK, justement, a permis de valoriser sur nos langues. C'est un peu rapide ce que je dis parce que c'est le temps aussi qui nous est donné. Au fond, pour les EPK, la pédagogie des écoles populaires Kanak a été de 2 formes. D'abord, la pédagogie a été à partir des thèmes, c'est-à-dire le thème de la case qui parle de l'unité, qui parle de l'hospitalité, qui parle d'ouverture, qui parle d'accueil. Et là, on éduque l'enfant
à vivre à partir de sa culture et de pouvoir s'ouvrir vers l'autre. Le thème de cocotier, par exemple. Le thème de l'humain. Comment l'humain il est. Le kanak, il n'est pas quelqu'un. L'homme, il n'est pas de voyageur, comme on dit le christianisme. Nous, dans le kanak, il est quelqu'un. On dit le kanak, il est la terre c'est moi. Je ne suis pas à vendre. À cette époque de revendication, on réapprend au kanak de prendre en considération sa terre et de remettre sa relation avec la nature, avec son environnement, ce qui a été détruit, cette relation qui a été détruite depuis le cantonnement, depuis la colonisation. C'est la deuxième partie que Mina expliquera tout à l'heure sur cette partie. Donc, au fond, c'est pour vous dire que les EPK nous ont beaucoup apporté comme enseignement durant les accords de Nouméa. Quand on a signé les accords de Nouméa en 1998, ça nous a permis d'inscrire l'éducation des langues kanak et la reconnaissance de la culture kanak. Aujourd'hui, au pays, on a 28 langues. Et sur les 28 langues, on n'enseigne que 4 langues dans l'université. Les choses se font petit à petit, mais c'est aussi notre combat de notre lutte, de protéger nos langues, mais aussi protéger notre relation à la terre. C'est difficile parce que c'est un sujet qui est assez vaste. J'ai essayé de faire en 10 minutes, mais peut-être s'il y a des questions tout à l'heure de développement, je pourrais vous expliquer encore plus. Oleti. Moi, je vais revenir un peu sur l'histoire de la Kanaki, en allant jusqu'aux accords, et parler de la situation actuelle avec le référendum qui arrive, les 3 référendums et le référendum qui arrive. En parlant un peu aussi des inégalités, etc., qui découlent de tout ça. Je vais commencer par dire que les Kanaks n'ont jamais cessé de se battre contre la colonisation française. Depuis la prise de possession en 1853, ça fait presque 170 ans, ils n'ont jamais cessé de se battre. Les insurrections de 1878 avec du grand chef Ataï, l'insurrection de 1917 du grand chef Noël, puis 1984, la quasi-guerre civile, 84-85 avec la mort des lois Machoro, puis 88 contre le statut Ponce, avec la grotte d'Ouvéa. Vous savez comment ça s'est terminé avec les 19 militants kanaks tués dans la grotte. C'est justement dans sa tribu que ça s'est passé. Et c'est énorme, 19 papas ou frères à lui qui sont morts dans une petite tribu. Ces accords, je ne vais pas entrer dans l'histoire pour décrire toute cette histoire. La Calédonie, ça a été une colonie de peuplement. On y a d'abord installé un bagne en 1864. Le bagne, c'est 22 000 personnes qui ont été transportées au bagne, dont 4 000 communards. Aujourd'hui, on commémore les 150 ans de la commune. C'est 4 400 communards qui ont été déportés, 1 500 Algériens. Puis après la colonie pénale, c'était les colons libres qui sont allés là-bas. On leur a accordé un lopin de terre à chacun. Donc c'est pour vous dire que le bagne et la colonisation a laissé des traces très importantes dans la société calédonienne. C'est une société qui est très dure, très difficile, parce que aussi cette histoire est très dure et très compliquée. Les accords, en tout cas, c'est la lutte indépendantiste tout au long de ces années qui a permis d'engager un processus de décolonisation. C'est par la lutte, c'est par les batailles, c'est par les affrontements, les grèves, les boycotts. Il y a eu beaucoup de boycotts actifs, passifs des différents statuts qui ont permis, c'est cette lutte qui a permis d'enclencher un processus de décolonisation qui a été formalisé par les accords de Matignon signés en 1988, qui étaient des accords de paix, des accords de rééquilibrage, parce qu'il fallait rééquilibrer la situation en faveur des Kanaks, qui étaient vraiment, vraiment en bas de l'échelle. Donc il y a eu tout un dispositif pour permettre de rééquilibrer un peu. Quand je dis rééquilibrer, c'est plus équilibré, parce que ça n'a jamais été équilibré. Donc on dit rééquilibrage, mais c'est plus équilibrage, en fait. Puis 10 ans plus tard, les accords de Nouméa, qui ont été des accords
des transferts de compétences. On a commencé à transférer les compétences administratives vers le territoire de Calédonie, c'est-à-dire par exemple les affaires maritimes, sociales, l'enseignement primaire, secondaire, les affaires culturelles. Tout a été transféré. Certaines compétences n'ont pas encore été transférées, l'audiovisuel, l'enseignement supérieur, qui devrait l'être ou pas dans les années à venir. Et la France ne devait garder que les compétences régaliennes qui doivent être transférées si le référendum aboutit à un oui. Voilà. En tout cas, les accords de Nouméa, dans les accords de Nouméa, ils sont prévus aussi 3 référendums. 3 référendums. Donc le premier référendum a eu lieu en 2018. Vous savez le résultat, c'est alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. La droite misait sur un petit pourcentage du oui à l'indépendance voulait en finir avec la revendication indépendantiste. Et en fait, c'est 80% de participation et ça aboutit à 43% pour le oui à l'indépendance. Donc c'était énorme, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et 2020 a confirmé tout ça avec une participation à 85%. Et c'est 85% des Kanaks qui ont voté oui pour l'indépendance, avec un résultat de 46% pour le oui. Donc ça a progressé de 3 points, c'est énorme. Aujourd'hui, on est à 9000 voix d'écart entre le oui et le non. Donc le 3e référendum, qui était prévu en 2022, en fait, Macron l'a annoncé unilatéralement et brutalement pour 12 décembre 2021, cette année, dans 4 mois, alors que tout le monde attendait ça pour 2022, parce que normalement, c'est tous les 2 ans. Voilà, en fait, c'est pour ne pas télescoper avec les élections présidentielles. Voilà. On se souvient de l'affaire en 88, l'affaire d'Ouvéa entre les 2 tours des présidentielles. Voilà, on a ce souvenir-là. Et bon, voilà. En tout cas, ils n'ont pas eu le choix d'accepter, parce que c'est une compétence de l'État de choisir la date du référendum. Donc, je voulais dire aussi que les accords de Nouméa ont été des accords de rééquilibrage, mais malgré ça, les inégalités n'ont jamais cessé de croître en 30 ans d'accords. Les inégalités sont toujours plus importantes parce qu'il y a énormément d'inégalités au niveau des salaires. Le SMIC, là-bas, est beaucoup plus bas qu'en France. Et la vie est 20 fois plus chère. Plus chère parce que tout est importé. 85% des biens de consommation sont importés. Et il y a aussi l'indexation des fonctionnaires qui tire les prix vers le haut, surtout des loyers. Ce qui en découle, c'est un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc vous doutez bien que ce sont les Kanaks, les Océaniens aussi, les Wallisiens, Tahitiens, qui vivent... 10 000 personnes vivent dans des... Là-bas, ils appellent ça des squats. Mais ce sont des sortes de bidonvilles, quoi, les squats, alors qu'ils sont chez eux. Le mot est malvenu. C'est 10 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles dans la périphérie de Nouméa. C'est énorme et c'est insupportable, quoi. Alors qu'une partie de la population vit dans le luxe et l'opulence, une grande partie vit dans la pauvreté. Donc les Kanaks sont persuadés qu'il n'y a que l'indépendance qui pourra mettre fin à ce système inégal et insupportable. L'échec scolaire est très important, comme l'a rappelé Daniel. L'échec scolaire, Bon, je ne vais pas revenir trop sur les inégalités parce qu'il y en a tellement à dire. On en posera peut-être des questions plus tard. Alors, je vais revenir sur le statut actuel aujourd'hui. On est toujours sur les accords de Nouméa. L'accord de Nouméa devrait prendre fin avec le 3e référendum. Alors, aujourd'hui, le statut de la Calédonie, c'est une collectivité d'outre-mer à statut particulier de large autonomie. C'est-à-dire que les provinces, il y a 3 provinces en Calédonie, province de Sud, Nouméa et le Sud, la province Nord, avec la côte Est et côte Ouest, et la province des îles Loyauté. Donc 2 provinces sont gérées par les indépendantistes, et la province Sud, où vit 75% de la population, gérée par la droite locale. Le statut de la Calédonie, c'est aussi un congrès et un gouvernement. Le congrès, c'est 54 élus issus des différentes provinces, donc c'est 54 élus, 26 élus indépendantistes, et 25 élus non indépendantistes, toute droite confondue, parce que là-bas, il y a 2 blocs, hein, indépendantistes, non indépendantistes, avec différents courants, différents partis, mais c'est droite, centre-droit pour la droite, pour le parti non indépendantiste, et différents partis indépendantistes pour le bloc indépendantiste. Et donc le congrès, le gouvernement, c'est 11 personnes, et à la tête du congrès,
c'est un indépendantiste aussi. Donc les deux institutions sont gérées aujourd'hui par les indépendantistes. Le Congrès, c'est Rocco Mitan, indépendantiste Union calédonienne. Et dernièrement, depuis un mois, Louis Mapou, que certains connaissent d'ailleurs, voilà, on dit qu'il connaissait bien Louis Mapou, qui est un camarade de lutte, vraiment un militant de base, vient de prendre la tête du gouvernement. Donc ça, c'est une grande victoire pour les indépendantistes. Et ça, voilà. Mais c'est une période qui est très difficile. Il a été élu vraiment à la période la plus difficile, avec une crise financière importante, la crise du nickel, crise sanitaire, et le référendum qui arrive dans 4 mois. Donc c'est un grand défi qu'il doit affronter, mais on est confiant pour l'avenir, quoi. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est, je vais vous parler de ce référendum qui va avoir lieu le 12 décembre. Donc il n'y a que 9 000 voix d'écart. Au dernier référendum, il y a eu 25 000 abstentions. Donc c'est ces abstentions qu'il va falloir aller chercher. Et quand je vous dis que c'est jouable, parce que les abstentionnistes, c'est surtout dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. Donc des deux côtés, ils vont aller chercher les voix une par une, dans les quartiers, dans les tribus. Ça va être une campagne très très dure et frontale qui va avoir lieu. Je parle aussi du corps électoral, parce que le corps électoral, c'est un enjeu très important qui a toujours été au cœur des négociations. Parce que vous savez que les Kanaks ont été mis en minorité sur leur propre terre dû à cette colonie de peuplement. Et surtout dans les années 70 avec le boom du nickel. Alors juste pour vous dire 2 mots sur le nickel, parce que c'est quand même un enjeu très important, un enjeu majeur. Et c'est vraiment indissociable, le nationalisme minier est indissociable de la politique des indépendantistes. L'enjeu est un enjeu majeur pour l'avenir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, le boom du nickel, oui. Donc le peuple a été mis en minorité dans les années 70 avec le boom du nickel et l'arrivée des populations venues de l'Asie du Sud-Est, de Tahiti, de Wallis et Futuna. Par exemple, les gens de Wallis et Futuna sont beaucoup plus nombreux en Calédonie qu'à Wallis. Maintenant, ils sont considérés chez eux. Il faut savoir que les populations venues des anciennes, des descendants, par exemple, du bagne, de l'administration pénitentiaire, les Wallisiens, sont considérés comme des victimes de l'histoire et qui sont considérés à part entière comme des citoyens calédoniens. Donc, je parle de ça pour parler du corps électoral qui a été un grand enjeu au niveau des négociations. Et les indépendantistes ont gagné ce combat, enfin en partie. Et le corps électoral est gelé, c'est-à-dire que pour ce référendum, et heureusement, parce qu'ils sont seulement 40% de la population, ceux qui pourront voter pour ce référendum et pour les référendums précédents, c'est seulement les gens qui sont sur les territoires depuis 20 ou 25 ans, depuis 98. Voilà, il faut avoir c'est des critères bien précis pour pouvoir voter. Et heureusement que les métropolitains qui sont arrivés ces 30 dernières années, qui sont très nombreux, ne puissent pas voter. Mais eux, bien sûr, ils ont appelé à l'injustice, des manifestations, pour pouvoir avoir le droit de vote, pour essayer de combattre cet enjeu. Voilà le corps électoral. Donc, après, je répondrai peut-être à vos questions parce que c'est un peu compliqué. L'enjeu de ce référendum, c'est bien sûr de prouver pour les indépendantistes la viabilité de cette indépendance. Donc, toute une campagne est faite aussi par rapport au financement de cette indépendance. Que va-t-on faire après si la France se retire ? Alors la France, l'État français qui devrait rester neutre par rapport à ce référendum, normalement il doit avoir juste un rôle d'arbitre, vient de prendre un document qui fait, au départ en 2018, c'était juste 2 pages. En 2018, sur les conséquences du oui ou du non à l'accession à l'indépendance. 2020, 4 pages pour expliquer voilà ce que vous allez perdre pour le oui et non, quand ils commencent à avoir un peu peur. Et là, 2020, ils viennent de sortir un document, tous les services de l'État ont travaillé dessus, 104 pages. Je l'ai là, sur les conséquences du oui et du non, avec tout ce que la Calédonie perdrait si la France se retire à tous les niveaux financiers, au niveau de la santé, de l'éducation. Donc on se doute que ce document est à charge contre le oui, et c'est vraiment pour effrayer la population. Même on parle de la double nationalité, vous allez perdre la double nationalité au niveau de l'éducation, donc c'est énorme. Donc ça va être un combat très dur parce qu'il faut maintenant que les indépendantistes trouvent les arguments pour financer cette indépendance. Donc
Ils savent qu'il y a le nickel, il y a les niches fiscales, il y a énormément de niches fiscales là-bas, il y a tout l'argent qui part en métropole qui ne revient pas. Donc c'est à charge. Donc la campagne pour ça va être très très dure. Et quoi qu'il arrive, les indépendantistes l'ont affirmé et réaffirmé qu'après le 12 décembre, la revendication indépendantiste ne va pas s'éteindre, qu'ils continueront le combat et que, bon, sur le nouvel État, on ne sait pas encore ce que ça pourrait donner, ça dépendra du oui ou du non, soit une indépendance pleine et entière, soit une indépendance, si c'est le non, une indépendance peut-être, une indépendance non, si c'est le oui, une indépendance peut-être partenariat ou association avec peut-être des compétences qui seront peut-être laissées à la France, ça on ne sait pas non plus. Ou alors un statu quo et un nouveau statut si c'est le non qui l'emporte. Voilà, il y a plusieurs alternatives et les indépendantistes travaillent et les non-indépendantistes travaillent dessus en ce moment sur un projet de constitution également. Peut-être que François va rajouter un mot. Moi, je pourrais répondre aux questions après. Peut-être j'ai dû oublier des choses. Tu veux dire un mot? J'ai dû oublier des choses. Allez-y. Donc bonjour, donc François Carré, donc membre du MJKF, donc le mouvement kanak en France. Donc bon, je n'étais pas prévu pour intervenir, mais je voudrais non seulement faire écho effectivement à votre ouvrage parce que ça a une résonance un petit peu sur les différents statuts qui ont ponctué en fait l'évolution politique et administrative et institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. On a eu affaire à 7 statuts avec des différentes modifications à la fois au niveau de l'organisation des collectivités. Et puis, dans les années 80, après les événements de 84, on a eu effectivement le statut Pisani-Fabius qui a essayé effectivement de reformuler à la fois reformuler un petit peu face à réalité, dans réalité l'importance de la personnalité et de l'identité kanak, la place effectivement du peuple kanak en tant que peuple autochtone et qui à la fois justifie effectivement une certaine antériorité historique sur la terre de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Je fais écho un petit peu à la question de l'identité ou de la personnalité effectivement d'un territoire et d'un espace. Puisque au tout début des revendications indépendantistes, la question du territoire et particulièrement de la relation à la terre est importante puisque c'est notre marqueur à la fois culturel et identitaire. L'importance de la terre. Dernièrement, j'ai été passer mes vacances dans l'Aubrac, dans le plateau de l'Aubrac, entre le Comtal et l'Aveyron. Et pour moi, la notion même de cet espace, comment elle a été configurée au cours de son histoire, et les gens avec qui j'ai partagé effectivement une particularité, enfin en tout cas de leur entièreté, enfin la façon comment ils ont cette relation à un espace et un territoire est importante et fait résonance un petit peu donc à l'identité et puis surtout à l'histoire. Pour revenir un petit peu sur le troisième référendum qui va se tenir le 12 décembre 2021, il est important en tout cas de souligner qu'il y a eu 3 référendums. Donc un référendum en 2018, un référendum en 2020 et puis ce troisième référendum. C'est ce premier référendum et ce deuxième référendum. Le premier référendum a bien évidemment effectivement souligné l'importance du vote non. Voilà. Donc il y avait un écart assez important. Et le deuxième référendum qui s'est tenu donc en 2020 a permis effectivement de réduire cet écart. Les indépendantistes effectivement ont fait un score plus que négligeable, donc 49-53, c'est ça ? 49-53. Et l'objectif de ce troisième référendum, c'est réduire cet écart entre les votes de non à l'indépendance et oui, pour être effectivement en position de force pour pouvoir négocier soit donc l'avenir d'un nouveau statut, donc le prolongement de l'accord de Nouméa, et donc avec une large autonomie puisque nous avons eu des compétences pendant une trentaine d'années, donc avec l'accord de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa qui nous a permis effectivement d'avoir une spécificité juridique et politique puisque le Congrès a un pouvoir législatif, donc le Congrès a un pouvoir législatif et on a un gouvernement local. Donc il y a des décisions, qui a aussi une représentation effectivement au niveau des relations extérieures, au niveau diplomatique.
La Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec la France, intervient effectivement auprès des instances de l'ONU. Donc c'est important effectivement de le souligner. Certains présidents, la plupart des présidents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont fait des interventions effectivement au niveau international. Donc il y a déjà effectivement certaines compétences. Alors ce qui va arriver donc après ce référendum, c'est un point d'interrogation. Alors, pas vraiment un gros point d'interrogation, puisque l'accord de Nouméa continue effectivement à s'appliquer, puisqu'elle a une force constitutionnelle, donc elle continue à s'appliquer selon le droit français. Ce qui va être intéressant pour les indépendantistes, bien évidemment, s'ils ont un discours cohérent et unitaire, effectivement, par rapport à l'État, c'est de négocier, effectivement, une alliance sur la forme d'un partenariat, et particulièrement sur les compétences régaliennes. Sur les compétences régaliennes, où il nous reste encore à faire. On a effectivement des lacunes effectivement, au niveau des formations des cadres. On a effectivement une administration qui mérite effectivement d'être restructurée, être en phase des réalités d'abord au niveau de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais aussi par rapport effectivement à son environnement. Et notre environnement de proximité, ce n'est pas l'Europe, c'est le Pacifique. Donc un milieu anglophone, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire avec ça. Il y a la possibilité effectivement d'envisager effectivement un partenariat avec la France, mais on a aussi la possibilité effectivement d'avoir un partenariat tripartite avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, puisque ce type d'expérience de partenariat, voire de partage de double entité, je dirais pas étatique mais autonome. Il y a un exemple, c'est les îles Cook. Les habitants et le gouvernement des îles Cook ont tout un système, tout un dispositif de partenariat avec la Nouvelle-Zélande. Les Cookiens ou les Cookiennes ont la double nationalité. Voilà pour... On va prendre les questions. Il y a Gaël, là-haut. Ouais, bonjour, merci pour l'intervention. Donc je m'appelle Gaël Briand, je suis responsable d'un journal qui s'appelle Le Peuple Breton. On a eu l'occasion de suivre les deux premiers référendums et je suis régulièrement aussi ce qui se dit au Parlement français en fait sur la question du référendum. Donc je confirme effectivement ce que vous dites, c'est que l'État n'est plus du tout neutre donc ça veut dire qu'ils ont aussi peur que ça bascule. Même si, vu d'ici, on a du mal à penser que ça peut basculer, parce qu'on a l'impression que ça reste bloc contre bloc, quoi. Même s'il y a les Kanaks, en Kanaki, du coup il y a les Kanaks, les Mélanésiens quand même, qui visiblement vous avez réussi à convaincre, les indépendantistes qui ont été un petit peu convaincus par les indépendantistes, mais clairement la population non Kanak ou non mélanésienne n'est pas, pour le moment en tout cas majoritairement, n'est pas convaincue. Donc moi ma première question, c'était de vous poser, c'est quel type d'argument parce qu'on arrive à comprendre la campagne, mais les informations qu'on n'arrive pas à avoir ici, c'est quel type d'argument vous donnez en termes de campagne pour rassurer les gens qui ne sont pas Kanaks, en gros qui ne vont pas être foutus à la mer. Je caricature un petit peu, mais non, mais je caricature, mais il y a des craintes complètement irrationnelles. Comment vous faites pour rassurer ces gens-là? Ça, c'est la première chose. Comment vous faites pour aussi, à l'inverse, parce que vous avez parlé, ça c'est la question qui m'est venue avec votre intervention, c'est que vous avez dit que les abstentionnistes étaient principalement des gens pauvres. Et comment vous faites pour les rassurer sur le fait que, en cas d'indépendance, il y aura un fort système social, par exemple, qui permettrait de ne pas les laisser dans la pauvreté. Enfin, voilà, c'est des arguments bêtes, mais qui peuvent faire mouche. En gros, quel type de campagne vous développez sur le terrain? Ça, on n'arrive pas à avoir d'informations ici. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à en avoir. Peut-être que dans la salle, il y en a qui en ont. La deuxième question que je voulais poser, c'est effectivement aller plus loin dans ce que vous aimeriez avoir en cas de défaite sur ce référendum. Parce que moi, je pense que la France dira pendant au moins 45 ans, 50 ans, voire 150 000 ans... que de toute façon il y a eu un référendum et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'existe plus en gros, puisque le peuple kanak a dit non en fait, d'une certaine façon. Et je pense qu'ils vont vous opposer ça, donc à mon avis c'est statu quo. Est-ce que vous imaginez par exemple la notion de nation associée à l'État français ou ce genre de choses?
Parce que nous, ça nous intéresse, d'autant plus que ce soit la Polynésie ou la Kanaki, c'est vraiment la preuve que la France n'est pas une et indivisible, puisque vous faites partie de l'État français, mais il y a un statut particulier, vous êtes autonome. Alors que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc on suit quand même avec attention. Et ben voilà, moi c'est surtout la question de campagne. Comment vous faites campagne sur le terrain? Ça, on n'a vraiment pas l'occasion de voir beaucoup de Kanaks. Oui, excuse-moi, Anna. On a eu l'occasion avec l'UDB de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Michael Forrest, qui était du FLNKS. Voilà. Et il nous avait expliqué un petit peu, mais on a vraiment du mal à récolter de l'information sur le terrain. Voilà. Je sais pas qui. Effectivement, c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs c'est le sujet effectivement du débat qu'il y a en ce moment pour la campagne du troisième référendum, sur la base du document de l'État là, de 130 pages, c'est ça, 104 pages, donc sur les conséquences du oui ou sur les conséquences du non. Pour donner un petit peu une première réponse, en fait. Bon, d'abord, je reconnais que moi, j'ai suivi effectivement la campagne référendaire du premier référendum et du deuxième référendum. Et j'avoue, en tant qu'indépendantiste, j'étais un peu déçu, en fait, des interventions de certains élus et de certains responsables. D'abord sur un principe de réalité, donc sur un certain nombre de principes de réalité, mais aussi sur les atouts de ces 30 dernières années. D'abord sur le combat du FLNKS, à la fois sur un plan politique, sur un plan institutionnel, sur un plan d'un point de vue administratif, mais même d'un point de vue international. Un petit peuple de 99 000 âmes, et de pouvoir n'ont pas suffisamment insisté effectivement sur l'histoire de la lutte, de la portée de la lutte du peuple kanak. Il y a aussi des arguments qui sont venus aussi sur la gestion des provinces, puisque depuis 1980, depuis les statuts région Pisani-Fabius, les indépendantistes ont géré 3 régions. La région sud qui concerne effectivement le Grand Nouméa. Et cette expérience de gestion, c'est une première expérience. Donc cette expérience institutionnelle, enfin en tout cas de gestion institutionnelle, voire des collectivités, a permis en fait à la fois de démontrer auprès de la population effectivement une gestion efficace, et avec les accords Matignon-Oudinot et puis les accords de Nouméa, a démontré effectivement cette deuxième phase, c'est-à-dire la capacité effectivement des indépendantistes de pouvoir à la fois gérer sur un plan international le développement économique avec la construction de l'usine du Nord, donc et les 2 usines offshore en fait en Corée et en Chine, quoi. Ces arguments-là, bon, je ne parle pas de l'expérience effectivement des projets de développement économique qui ont été développés dans la province des îles, dans la province Nord, l'effort qui a été fait effectivement sur les infrastructures, la construction des infrastructures dans ces 2 provinces gérées par les indépendantistes. Mais il y a aussi une part importante aussi de la question des ressources, c'est-à-dire dans le discours et dans la stratégie des indépendantistes, la politique de production d'extraction, donc d'extraction du nickel, reste quand même le pilier fondamental et l'argument économique, donc pour compenser en fait le transfert de 1 milliard CFP de la France sur le territoire, quoi. Alors sur ces 1 milliard de francs CFP, ça fait combien en euros ouais. Et donc sur ces transferts, l'argument en fait des indépendantistes, c'est d'expliquer que la plupart de ces transferts vont directement aux fonctionnaires d'État.
Donc en fonction d'État, aux militaires, à la gendarmerie, aux bases militaires aussi. Et donc la plupart de ces transferts correspondent effectivement à ces frais de fonctionnement de ces différentes structures d'État. Comme vous devez le savoir, la Nouvelle-Calédonie a une autonomie fiscale. Donc, et par rapport à cette autonomie fiscale, il y a des recettes. Donc des recettes, la plupart, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un département comme la Guadeloupe, la Réunion, elle a sa propre sécurité sociale. Et donc, son système de santé est financé pour une bonne part, enfin en tout cas pour 70% de son système de santé est financé par les recettes qui sont récoltées des impôts sur le revenu, les différentes taxes, etc., qui sont des taxes issues de la population calédonienne. Voilà. La question qui reste, c'est de trouver d'autres formes de recettes. Alors là, c'est des questions plus techniques. Je pense que ça sera plutôt le thème d'un débat sur la fiscalité propre et la recherche des recettes d'un futur État indépendant. Voilà. Ok, merci. Il y avait d'autres questions devant. Il y a 6 questions avant la pause. Donc, on va peut-être prendre plusieurs questions et puis répondre tout d'un coup, si ça vous dérange pas. Oui, bonjour. Une remarque sur Docamo et une question sur la politique kanak. Sur Docamo, j'ai été très touché par la référence à Francis Lénart, parce que je peux dire que c'est une de mes premières lectures qui m'a fait comprendre ce qu'était le nationalisme, d'une part la revendication nationale kanak. C'est déjà là. Pourquoi ? Parce que les Kanaks ne dissocient pas la nature et la culture comme dans la tradition occidentale qui est la nôtre. C'est un tout, et je pense que les écologistes aujourd'hui sont en train de redécouvrir quelque chose qui est le propre des premiers peuples, des peuples premiers, des peuples d'origine, qui montre bien que le problème politique ne peut pas être dissocié de l'identité naturelle et culturelle. Voilà. Ça, je pense que quand j'ai découvert ce livre, je m'excuse, je suis un vieux prof, quand j'ai découvert ce livre, je l'ai découvert avec Pierre Bourdieu, dont j'ai été l'un des étudiants, et Pierre Castel également sur la question sociale. Et j'avoue que, oui, Pierre Bourdieu venait juste de rentrer de l'Algérie, il avait publié justement son ethnologie sur la Kabylie, et la question coloniale et l'identité étaient clairement posées au niveau de l'université par une minorité de gens qui se battaient contre le colonialisme. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je pense, c'est qu'il faut rendre hommage à Djibaou et à Macharo, ainsi qu'à tous les camarades qui sont tombés à UVA, et que ça c'est quelque chose de fondamental dans la construction de l'histoire kanak qui est en train aujourd'hui de se développer. La question politique, pour nous, occitanistes, qu'on soit régionaliste ou qu'on soit nationaliste, est une question qui ne peut pas être dissociée de la question sociale. Et je pense que le FLNKS, effectivement, a été très clairement dans une logique de poser cette problématique en montrant qu'on ne pouvait pas dissocier l'un de l'autre. Alors, je pense que vous allez gagner, c'est une question de temps. Que vous perdiez ou que vous gagniez ce 3e référendum, il y en aura sans doute un 4e. D'ailleurs, ça a déjà été envisagé dans la presse. Ils commencent à l'annoncer parce qu'ils savent très bien que les jeux ne sont pas clos, les jeux ne sont pas faits et que la lutte va continuer. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Il faut continuer. Alors, la question, c'est l'enjeu du nickel. Qu'est-ce qu'on fait du nickel ? Comment on l'exploite ? Comment on fait en sorte que c'est une richesse qui peut être une réponse à la paupérisation du peuple kanak, d'une grande partie du peuple kanak, et comment on répartit les richesses aujourd'hui dans une vision sociale, pour ne pas dire socialiste. Merci. La deuxième question, c'était Jordi ? Non. Hop, si. Oui. Petite, juste une question, parce qu'il y a 6 personnes. J'ai qu'une question, une petite remarque. Voilà,
Je suis très content aujourd'hui d'avoir des amis kanaks ici. Kanaki, Catalogne en latin, Catalonia, ça commence par K aussi. Donc, on se disputera le sigle sur les voitures internationales. C'est une blague. Et je suis très content d'avoir ces amis parce que je me souviens des années difficiles du combat kanak. Quand j'avais reçu à la maison avec Lucille, celui qui est aujourd'hui le président, Louis Mapou, qui était un bon ami, était un jeune étudiant à Toulouse à l'époque, qui était un des gens qui avait été envoyé en Europe par Djibaou pour faire des études parce que justement manquait des cadres à ce moment-là en Kanaki. Donc je connais bien le développement. Et en plus, on avait un oncle qui était né à Nouméa, un oncle catalan qui était à Nouméa, donc qu'on appelait le Kanak. Bon, l'anecdote. La question, donc je suis content que ce jeune qui était chez nous comme un moment difficile, puisqu'il y a eu des morts, etc., soit devenu le président aujourd'hui provisoire, hein, peut-être, j'espère que ce sera le président de la Kanaki indépendante, mais en tout cas, c'est une évolution formidable. Et dans la vie d'un militant, comme moi, ça fait des années qu'il milite, bon, avec d'autres, chaque fois qu'un peuple réussit, ou qui est en train de réussir, on est très content, et c'est là qu'on voit que notre combat, le combat que nous menons nous, chez nous, qui parfois est difficile, on sait qu'il y a une issue, si on persévère, il y a une issue positive. Bon, la question. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de partition en Nouvelle-Calédonie, comme il s'est passé au Timor, où une partie du Timor colonisée par les Indonésiens est restée en Indonésie et une autre partie est devenue un État indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque concrètement que la région de Nouméa, que les Blancs de Nouméa, que les Français de Nouméa ne se séparent pas d'un futur État kanak? Voilà, c'est une question. Mayotte, oui, bon, enfin, mais c'est encore plus particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de partition en Nouvelle-Calédonie, que finalement les Blancs disent, ou les Européens, ou enfin, peu importe, les Français de là-bas qui disent, bon, l'indépendance kanak est inévitable, mais on ne peut pas être avec les Kanaks parce qu'on ne peut pas être dominé par un État kanak, hein, entre guillemets, dominé, et donc on va discuter avec la France justement pour nous un statut particulier, un statut différent dans lequel notre région resterait ou française ou indépendante francophone. Voilà, j'en sais rien. Ok. Ton voisin. Ok. Alors en haut. Moi j'ai une question assez courte, mais qui concerne en fait les écoles. Si vous pouvez juste un peu développer comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était vraiment un système scolaire qui était complètement parallèle et séparé du système colonial, et au moment de sa création, a priori, il devait être entre guillemets tout sauf officiel, quoi. Et est-ce que c'est sur cette base ensuite qu'a été comment dire, mise en place un statut, enfin du moins un enseignement qui prenne en compte en fait la culture kanak? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Deux questions. Je vais essayer d'être assez court. Pisani avait développé, et vous en avez un petit peu parlé, le concept d'indépendance association. J'ai bien entendu les premières réponses que vous avez données partiellement, mais me semble-t-il, dans le cadre du fait que le référendum serait emporté par les Kanaks, que le oui l'emporterait. Et ça répondra, la seconde question suivra celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen de l'Hexagone? Ce qu'on a beaucoup fait, rappelez-vous, dans les années 80, dans les politiques de soutien à ce qui se passait en Kanaki, pour des raisons X et Y, tout ça, il reste des contacts, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour, quand même, avant le référendum, pour expliquer tout ce que vous expliquez vous-même et quelles sont les notions sur lesquelles vous êtes par rapport à ce référendum, toutes les difficultés, vous les avez racontées, et toutes les possibilités. Et la deuxième question, c'est, après ça, est-ce que si l'État français, je n'ai pas lu les 104 pages, hein, je vous m'excusez, mais si, je vais les lire, mais si l'État français ne reconnaît pas l'histoire dans laquelle il est responsable de tout ce qui s'est passé en Kanaki. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, c'est une évidence. Et dans ces cas-là, il y a effectivement, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est dans les 104 pages, mais j'en doute un peu, il y a un droit, évidemment, de revenir en arrière sur les conséquences de tout ce que les Kanaks ont subi depuis plusieurs centaines d'années. J'ai dit que je serais court, je suis court, voilà. Alors, qui se lance pour répondre aux 5 questions? Le micro.
Désolée, une dernière. Désolée. Oui, bonjour, moi j'aurais deux questions. La première, elle a trait à la dichotomie recherche d'autonomie ou recherche d'indépendance. Donc vous jouissez d'un statut dont ici toute nos régions pourraient rêver. Ce statut vous a donné des outils dont vous vous êtes emparé visiblement pour faire évoluer la question de l'enseignement qui a été citée. Mais vous avez cité des difficultés qui sont par exemple celles du logement ou de l'inégalité sociale. Et ma question, elle n'est pas provocatrice, mais c'est juste pour avoir des précisions. Pourquoi, dans le cadre de votre statut, quelles sont les difficultés qui ont fait que vous n'avez pas pu faire évoluer cette question-là? Et en conséquence, dans la situation d'indépendance, qu'est-ce que ça apporterait de plus? Et comment voyez-vous... Comment pouvez-vous améliorer les choses en étant indépendant plutôt qu'autonome? Et la deuxième question, elle est plutôt en politique internationale. Quel est le regard des grandes puissances régionales sur le fait de la Nouvelle-Calédonie? Je pense en particulier à l'Australie, peut-être secondairement à la Nouvelle-Zélande. Et est-ce que vous pouvez préciser quel type de relation vous pouvez envisager avec eux? Merci. On va s'arrêter là parce qu'après il y a la pause. Donc je pense que si vous répondez déjà à l'ensemble des questions, ça sera... François, tu vas m'aider. Très bien, bon courage. Bon, on va commencer. D'abord, je vais parler un peu du nickel. Le nickel, parce que c'est important de parler du nickel. Le nickel, c'est 30% des ressources mondiales qui est en Calédonie. C'est pas rien. Sur un territoire qui fait 400 km, 3 usines de nickel, une usine dans le sud, qui était gérée par Vale, qui vient de vendre. C'était des tas de problèmes, je vous raconterai. La SLN, qui est gérée par Eramet, par filiale Eramet française. Et le Nord, l'usine du Nord, qui est gérée par la Sophie Nord, filiale de la province Nord, bras financier de la province, qui est gérée par les indépendantistes à 51% du capital. Alors pour obtenir déjà 51% du capital, c'était des batailles et un préalable minier très très important. Pour avoir à chaque fois une partie du capital ou pour rentrer dans le capital, c'était des batailles et des batailles. Je vous raconte juste l'usine du Sud parce que vous avez entendu sûrement parler, la bataille, elle s'est jouée en novembre, décembre, janvier là, de 2020-2021. C'est que Vale a décidé de partir. Vale, c'est le multinationale brésilienne qui détenait 95% de l'usine du Sud de nickel. Donc complètement aux mains des Brésiliens. A décidé de vendre et les Kanaks ont dit stop à la mainmise des richesses aux mains des multinationales et a voulu s'emparer aussi du dossier et a demandé que ce soit aussi géré par la Calédonie. Les indépendantistes ont fait des propositions qui ont été rejetées de rachat de l'usine par des sociétés, comment ça s'appelle ? Korea Zinc, c'était une société qui est proche de l'usine du Nord. Donc il y a eu des batailles, des grèves, barrages, affrontements avec les forces de l'ordre durant des mois, arrestations, licenciements, ça a duré 3 mois. Et l'usine a été quand même vendue, mais avec un consortium. Et les Calédoniens, du coup, à 51% du capital appartient désormais aux provinces calédoniennes et une partie aussi à la société civile calédonienne aussi. Voilà. Donc c'est des batailles et des batailles. Pour le moment, les dividendes, on ne les voit pas encore. Donc les inégalités, elles perdurent. On ne voit pas encore les dividendes de ce capital au niveau de la population. L'usine du Nord, on ne voit pas encore les dividendes, c'est vrai. Donc ça a été des plaintes des partis politiques, notamment du Parti travailliste, pour dire qu'on attend toujours les répercussions de ce nickel. On ne les voit pas encore. Mais bon, ça peut changer. Mais chaque fois, c'est des batailles et des batailles pour récupérer un peu les dividendes de ce capital. Donc ça, c'est pour parler un peu du nickel, que la bataille n'est pas finie. Je ne sais pas ce qui va advenir une fois que ce sera indépendant. Parce que les multinationales, elles vont rester. Hein. Mais le problème, c'est que là-bas, ils ont tout misé sur le nickel et pas développé du tout l'agriculture et la pêche et tout ça. Donc maintenant, on commence à parler d'autosuffisance alimentaire, qu'il faut développer l'agriculture, la pêche, tout ça. Donc ça, c'est au cœur, en tout cas, des discussions d'aujourd'hui. Par rapport au financement, il y a un document que je n'ai pas là, sur le financement de l'indépendance par rapport à tous les chiffres que je pourrais t'envoyer si tu me donnes les coordonnées.
il y a un document qui circule sur le financement de l'indépendance avec des chiffres bien précis sur ce qui pourrait revenir à la Calédonie, ce qui parle sur vraiment les chiffres des capitaux qui partent et qui reviennent, qui devraient revenir à la Calédonie en cas d'indépendance. Je ne l'ai pas. Au niveau de la partition, il y a un sénateur Frogier qui a parlé de partition, qui a dit, puisque vous voulez l'indépendance, les indépendantistes, pourquoi ne pas donner une large autonomie, une ultra-autonomie aux provinces et garder la province du Sud qui appartient aux loyalistes à la droite. Mais ça a été complètement écarté par notamment c'est écrit sur le document par l'État, c'était complètement écarté parce que c'est refusé par pratiquement tous les partis. Il n'y a que ce parti-là, il n'y a que le parti de Frogier qui était pour cette partition. Parce que aussi dans le Sud, il y a beaucoup de Kanaks qui vivent, la plupart des Kanaks vivent dans le Sud. 75% de la population est dans le Sud de Nouméa. Et dans le Sud, il y a aussi les Yaté, il y a aussi les tribus Kanaks, il y a l'île des Pins, il y a Yaté, il y a... Quoi encore dans le Sud ? Il y a Poum, enfin, il y a puis tous les quartiers populaires, la plupart de la population. Donc ça a complètement été écarté, la partition. C'est vrai qu'on a beaucoup soulevé le problème des Comores, de Mayotte, avec le désastre du visa Balladur, les conséquences aujourd'hui. Donc en tout cas, on est bien au courant de tout ça et ça a vraiment freiné cette idée de partition qui a complètement été écartée. Sûr. Ah oui, le document du oui et non, il est sur un site internet. Hein. Vous tapez document oui, non, indépendance et conséquences, vous le trouverez sur internet. Il est accessible par tout le monde. Voilà, pour la question de répartition, oui, ce sont des choses on se pose, mais dans l'ADN de l'accord de Nouméa, c'est pour ça que tout à l'heure on a fait exprès de parler de l'importance de la terre, de la relation de l'homme à la terre et des chefferies. Parce que l'identité de notre pays, notre pays n'est pas comportementalisé. C'est l'État qui a comportementalisé depuis sa colonisation. Mais le pays kanaki, ça part du nord, du sud, jusqu'aux îles Loyauté. Et ça a été écrit aussi dans l'accord de Nouméa, la protection des valeurs et de l'identité kanak. Moi, ce que je voulais apporter aussi, c'est par rapport à la campagne. Vous avez posé la question tout à l'heure sur la campagne, pour essayer de convaincre l'équipe adverse, les non-indépendantistes. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous, on a toujours essayé de leur expliquer. En 1983, il y a eu une table ronde qui a été organisée ici en France en Éville-les-Roches par Lemoine. Et cette table ronde a permis à la reconnaissance de la revendication du peuple kanak. Et dans cette négociation, les indépendantistes ont demandé aussi de reconnaître les victimes de l'histoire. Et les victimes de l'histoire sont qui? Ce sont tous ces vieux qui ont été amenés de force, arrachés de chez eux ici pour l'emmener au pays, pour qu'ils deviennent un camp de bagne chez nous, et puis pour le main-d'œuvre, tous ces gens qui ont été amenés déplacés de chez eux, de Wallis et de Futuna, de Tahiti, pour venir travailler le nickel chez nous. Donc, dans cette revendication de 83, on a demandé que ces gens-là soient aussi reconnus. Aujourd'hui, on peut plus, c'est plus la même lutte qu'avant. On dit l'indépendance, tout le monde dehors. On a parlé tout à l'heure de l'hospitalité. Aujourd'hui, ces gens-là vivent chez nous. Ils ont pris des terres. Et maintenant, ce que nous, on veut les convaincre, c'est comment nous, à partir de la Nouvelle-Calédonie, décider ensemble ce qu'on va faire ensemble, à partir de nos terres, et d'arrêter de vivre sous la commande de l'État français. Qu'est-ce que nous, on peut faire ensemble? On a parlé tout à l'heure de l'ouverture. Nos femmes, aujourd'hui, nous prenons des femmes métropolitaines, comme des métropolitains prennent des femmes de chez nous. On est famille, il y a la coopération. Il y a tout cela que nous, on essaie aussi de leur convaincre et dire que l'indépendance, c'est aussi une solution pour régler les problèmes d'inégalité. Pendant presque 170 ans, le peuple kanak n'a jamais pu gérer son pays. C'est toujours l'État colonial. C'est les loyalistes. C'est la première fois là après Chibou, que les indépendantistes ils vont prendre la commande de leur pays.
Peut-être il y a des choses qui vont changer. Il y a des réformes et puis il y a peut-être des relations qui vont se tisser. Voilà, ce sont des choses qui sont de se créer. Par rapport à les écoles populaires kanak, ça a été un outil fondamental de la lutte. L'école populaire a été créée en 1984 contre cette loi Ponce, loi qui justement ne reconnaît pas la lutte, la revendication du peuple kanak qui a été reconnue en 83. Et la révolution de la lutte lancée par Tchibo avec le FNKS, c'est justement pour faire face à ça. Dans cette école populaire kanak, je vais aujourd'hui, c'est un constat. Hein, c'est un constat. Pourquoi aujourd'hui, il y a en réalité sur 28 langues en kanaki, aux îles Loyauté, il y a 22% de locuteurs, 35% en province nord, 42% en province sud. Les gens ne parlent plus leur langue. Pourquoi? Parce que le système qui a été imposé dans nos écoles fait que le kanak ne parle plus les langues. Donc la pédagogie qui a été lancée à l'époque par l'EPK, c'est justement comment réapprendre à l'enfant de parler sa langue. Du coup, durant cette boycott-là, on a arrêté d'envoyer nos enfants à l'école coloniale. On a gardé pendant 6 mois. Et d'autres ont fait leur chemin jusqu'à aujourd'hui parce qu'à un moment donné, Jean-Marie Tchibo, il a dit non, il ne faut pas sortir les enfants des écoles. Au contraire, il faut les laisser. Si on veut prendre demain notre pays, on va étudier comment il fonctionne pour que nous, on puisse s'émanciper. D'autres ont continué à enfermer les EPK en 85 et en 86. Moi, chez moi, en Gossana, on a continué à faire des EPK jusqu'en 2000. Et tout ça, ça a permis, pendant l'accord de Nouméa, à inscrire les langues kanak dans l'ADN des accords de Nouméa. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu... c'est le bilan de ces 30 dernières années qui est passé, parce que c'est les loyalistes, c'est l'État qui gérait. Il n'y a que 4 langues kanak qui enseignent en ce moment. Donc j'espère que, avec notre président indépendantiste et l'indépendance le 13 décembre, les choses ils vont changer. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai un peu... Je crois qu'on serait très content dans certains endroits d'avoir 45% de locuteurs. Parole de Bretonne. Aujourd'hui, je pense que tu veux rajouter, mais il y a la langue, il y a une académie de langue kanak qui a été créée aussi suite aux accords de Nouméa, qui en ce moment fait un état des lieux des langues pour justement essayer de mettre écrit ces langues-là, parce que nous on a une culture orale, on n'est pas c'est pour ça que vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'écrivains kanak. Nous on parle beaucoup, mais au niveau écrire, mais on n'est pas des écrivains. Assez court si possible, on va faire une petite pause. Oui, les langues kanak sont reconnues officiellement depuis les accords Matignon et Oudinot. Et puis les accords de Nouméa, ils sont enseignés à l'école primaire et au collège. Je crois qu'il y a 2 Doug de Pahati et Andieu à l'université de Nouvelle-Calédonie, une licence donc voilà. Alors pour juste situer les écoles populaires kanak n'existent plus actuellement. Elles n'existent plus. Elles datent en fait. Ça a été une décision en fait du FNKS dans les années 80 quand le FNKS a décidé de faire rupture en fait avec les institutions. D'abord sortir de l'Assemblée territoriale à l'époque, et puis de sortir des institutions et de s'organiser sur le terrain. Et donc le FNKS avait décidé à l'époque de mettre en place en fait des sections, des comités de lutte, des organisations à la base, c'est-à-dire se retirer effectivement
des structures représentées par l'administration et politique coloniale, sortir des écoles, créer ses propres entreprises, réaliser effectivement l'autosuffisance. Ces actions ont été menées effectivement dans une période de 3 ans, en fait, pendant une période de 3 ans, où à la suite de la rencontre de Neville Le Roche, où il n'y a pas eu d'accord. Enfin, en tout cas, la droite, les représentants de la droite coloniale, Jacques Lafleur, n'a pas voulu signer effectivement ce nouvel accord. Le mouvement indépendantiste, à l'époque, a décidé de quitter toutes les institutions, avec une organisation à la base, avec le développement de la culture, enfin des structures propres au sein même des mairies, des collectivités, etc. Et les EPK ont perduré, puisqu'elles ont fait l'objet de toute une discussion à la fois dans les congrès, dans les conventions du FLNKS. Il y a eu des indépendantistes qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord, effectivement, d'une rupture, enfin en tout cas d'une rupture avec l'école coloniale. Et donc Daniel Weah fait partie effectivement de cette génération qui a été à la fois formée dans ces EPK. Ces EPK maintenant n'existent plus, donc c'est une structure qui n'est plus du tout inscrite au sein du... Elle fait partie de l'histoire, mais pas du tout de l'organisation indépendantiste actuelle. Alors par rapport à la Nouvelle-Zélande, quelle est l'image des puissances comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce qui est important de souligner, c'est que il y a des accords de coopération en fait entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande et l'Australie depuis déjà une vingtaine, voire une trentaine d'années sur les différentes institutions comme la Commission du Pacifique Sud. Les indépendantistes sont présents effectivement dans ces institutions puisqu'ils gèrent des collectivités, et particulièrement pour le président du Congrès, Rocco Amitan, qui participe à ces rencontres. Voilà. Pour nous, c'est pas du tout une fin en soi. Enfin, je veux dire, le fait que si la Nouvelle-Calédonie devient indépendant, ce n'est pas du tout pour nous contradictoire d'envisager effectivement des partenariats avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la menace de la Chine, enfin en tout cas la menace qui est considérée de la Chine, il y a toute une propagande que les loyalistes ou la droite ou les représentants de la droite coloniale défendent là-bas. Mais je vois pas du tout l'intérêt de la Chine sur un tout petit territoire. Ce qui intéresse la Chine, c'est une immense zone du Pacifique, mais pas forcément effectivement la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, en tant que futur pays indépendant. C'est 18 000 mètres carrés. Les Chinois, pour effectivement étendre leur ambition, ont besoin d'un territoire vaste, et la Nouvelle-Calédonie n'est pas le seul. Ils sont déjà présents à Fidji par des accords, etc. Et puis au Vanuatu. Donc voilà. Mais bon, c'est juste pour... enfin, en tout cas, ça fait partie de l'argumentation des loyalistes de la menace chinoise, quoi. Voilà. On va s'arrêter là. Une petite pause d'un petit quart d'heure. Je crois qu'il y a un café qui vous attend bas. Et je vous donne rendez-vous à 17h10. Il nous restera un intervenant.